Si vous essayez d'acheter pour 300 millions de dollars de Bitcoin en une transaction, c'est sûr que vous allez faire bouger le prix. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Ethereum, c'est mieux que Bitcoin parce qu'il y a une utilité. Okay? C'est totalement l'inverse. C'est ça, c'est le deuxième aspect. C'est que de un, il est surpris qu'on retourne à l'ATH. Moi, je suis pas surpris parce que c'est des cycles, on le voit, ça fait plein de fois que ça arrive. Si on continue à faire grossir la demande, le réseau, les nouvelles personnes qui connaissent, puis on diminue l'offre, ça peut pas faire autrement. Cette personne-là m'a contacté en me disant « Ouais, ça bouge plus bien le Bitcoin. Hein. Je pense que la mode est passée. Je pense que je vais vendre mes Bitcoins. » Alors bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. On le sait, Bitcoin a battu en fait son sommet historique tout récemment et Bitcoin est revenu dans l'espace médiatique et vient avec ça toutes sortes d'entrevues dans lesquelles parfois certaines choses qui sont dites ne sont pas tout à fait exactes. Même à certains moments, les choses qui sont dites sont fausses. Et aujourd'hui, avec notre fidèle collaborateur, David Saint-Onge, on a décidé de passer en revue une entrevue qui a été réalisée tout récemment, la semaine dernière. En fait, le lien va être dans la description et je vais vous jouer dans quelques instants quelques extraits de cette entrevue. Donc, une entrevue qui a été réalisée à l'émission de Gérald Filion à Radio-Canada ou RDI, où l'invité, un professeur en finance à l'ESG-UQAM, donc Alexandre Roch, a été invité pour parler justement du sommet sur le prix de Bitcoin, du halving, donc la division de la prime de minage qui arrive incessamment. Puis, il y a certains éléments questionnables dans les réponses qui ont été données par Alexandre Roch. Alors, avant de commencer avec David Saint-Onge, regardons quelques extraits de cette entrevue. Les fonds négociés en bourse, donc il faut essentiellement qu'ils doivent d'abord acheter l'actif, mettre ça dans un fonds d'investissement, puis ils vont revendre les parts. Et donc là, c'est ça qu'on voit en ce moment. Ils sont sur les marchés des bitcoins en particulier, là, sont en train d'acheter en très grande quantité. Ça fait en sorte que, étant donné que l'offre est fixe, ça fait beaucoup de demandes en fait pour le bitcoin et ça fait augmenter les prix. C'est pas étonnant, c'est pas surprenant de voir le bitcoin s'envoler comme on. Non, c'est ça, on s'y attendait tout à fait. Je pense pas, moi, je m'y attendais pas à ce niveau-là. Ouais. Le fait de revenir à des niveaux historiques de 2021, comme vous l'avez dit, c'est assez surprenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré que c'est un très grand marché, le marché des bitcoins, c'est des milliards de dollars, c'est quand même un marché qui est très peu liquide. Tout ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est des FNB sur d'autres types de crypto-monnaies. Pour l'instant, Ethereum. Là, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur Bitcoin. Ça a toujours été le grand compétiteur, la figure de proue là, dans le marché des crypto-monnaies. C'est là qu'il y a le plus d'intérêt. Un FNB avec un panier de crypto-monnaies? Un panier potentiellement. Le problème, encore une fois, c'est une question de liquidité. Et donc, c'est pas tant l'offre qui va diminuer, mais c'est juste le nombre de Bitcoin qui va être ajouté à chaque fois qui va être diminué. Donc là, en ce moment, c'est 6 Bitcoin qui vaut, j'imagine, autour de 200 000 à chaque 10 minutes qu'un mineur fait comme profit. Quand ça va réduire au mois d'avril, ça va être la moitié de ça. Donc, seulement 3 points quelque chose Bitcoin qui va être donné en récompense à chaque fois qu'un bloc va être créé. Ça, le but, c'est essentiellement de stabiliser l'offre. En fait, l'offre est essentiellement déterminée jusqu'à la fin des temps, jusqu'en 2050. Et donc, on veut stabiliser l'offre. Et l'idée originale, c'est de se dire, si on stabilise l'offre, le prix devrait se stabiliser aussi à long terme, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Parce que du côté de la demande, en fait, la demande est complètement imprévisible. On est rendu quoi? À la troisième, quatrième bulle spéculative. Là, pour moi, c'est purement de la spéculation, ce qu'on observe à ce moment-ci. Ça pourrait très bien retomber. Mais est-ce que le prix va monter, en fait, avec le halving, je ne pense pas que ça va avoir un impact. Donc, en fait, l'impact que ça fait, c'est qu'essentiellement que les mineurs vont voir leur profit réduit. Ouais. Okay, essentiellement. Il va y avoir essentiellement moins de mineurs sur le marché à partir du mois d'avril. Ce qui aura pour effet sur le prix de... à mon avis, ça va avoir très peu d'effet sur le prix. Si on regarde historiquement, c'est vrai que ça a suivi comme des hausses, mais bon, c'est des hausses très spécifiques. Là aussi, il y avait plein d'autres événements là, qui auraient pu expliquer les hausses. À mon avis, ce phénomène-là de halving ne devrait pas trop avoir d'impact sur le prix en tant que tel. Alors David, merci d'être avec nous aujourd'hui. On commence tout de suite. D'abord, pour parler, donc la première question qui a été posée par Gérald Filion dans le cours de cette entrevue, c'est à savoir si la hausse du prix de Bitcoin actuellement peut être attribuée à l'arrivée, on le sait, là, sur le marché américain, des FNB spot Bitcoin, c'est-à-dire de fonds négociés en bourse, qui, comme c'est le cas au Canada depuis plusieurs années, 2 à 3 ans, achètent directement des Bitcoins. Donc, est-ce qu'on peut expliquer la hausse récente à cet événement? C'est arrivé au tout début du mois de janvier 2024. Oui, je pense que tout d'abord, la réponse initiale là, du professeur, cette réponse, c'est un des endroits en fait dans l'entrevue où il a raison. Là. Évidemment, je pense que tout le monde est conscient que l'arrivée des FNB a une pression à la hausse, offre en fond une pression à la hausse sur le prix. Il n'y a pas grand doute sur ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a vu qu'au début, hein, ça n'avait pas eu beaucoup. Tu sais, quand ça a été lancé, les gens étaient déçus. La première journée, ça n'avait pas eu d'effet spécifique sur le prix. Je pense que ça restait un peu stable. Même en fait, ça avait même baissé le lendemain ou la journée même
Là, on était monté jusqu'à 59, puis on était rebaissé jusqu'à 49 Ouais, c'est ça, hein? quand l'événement est Ouais. arrivé finalement. C'est ça, ça avait fait une montée, une descente, puis et donc, tout ça, ça dépend en fait de combien ces gestionnaires de fonds-là ont dû aller sur le marché, trouver qu'est-ce qui était disponible, parce qu'il y avait du monde qui était prêt à vendre. Donc, une des choses qu'on peut déjà expliquer en débutant, c'est en quoi consiste l'offre de Bitcoin. Il faut savoir qu'il y a comme il y a deux marchés, en fait. Il y a le marché qu'on pourrait qualifier de primaire d'un côté, si on le compare, disons, à des obligations, qui est l'émission d'un nouveau Bitcoin. Et d'ailleurs, le professeur, là, on le notera, le professeur ne fait pas nécessairement cette différence-là là, quand il dit que l'offre de Bitcoin est fixe. Je ne sais pas si on l'a vu dans l'extrait ou tu mettras l'extrait, mais en tout début d'entrevue, justement, le professeur affirme que l'offre de Bitcoin est fixe. Bon, je comprends ce qu'il veut dire. L'offre de Bitcoin n'est pas fixe, comme on sait, toi et moi, pour deux raisons. L'offre de nouveau Bitcoin n'est pas nécessairement fixe, elle est prévue d'avance. Donc, on connaît le calendrier et on sait que ça diminue à tous les 4 ans de moitié. Donc, on pourrait considérer que c'est fixe. Je comprends que c'est ça qu'il voulait dire, mais moi, je dirais plus qu'elle est prédéterminée à l'avance. Ça, de toute façon, le professeur l'explique plus tard dans l'entrevue. Il comprend ce concept-là, il n'y a pas de problème. Mais l'autre aspect qui est plus important, c'est que les bitcoins que les acteurs des FNB achètent, c'est pas nécessairement juste des nouveaux bitcoins qui sont émis par les mineurs, c'est le marché secondaire qu'on pourrait appeler, qui est le marché de tout le monde qui possède déjà des bitcoins, qui souhaite les revendre à un prix X. Donc, c'est ça, on parle souvent les gens pensent souvent, c'est ça, que donc l'offre de Bitcoin est fixe. Oui, l'offre de nouveaux Bitcoin est prévue d'avance. Mais l'offre du marché, c'est l'offre du marché. Il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à vendre. On ne manquera jamais de Bitcoin à vendre. C'est juste le prix qui monte. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt. Moi, je ne veux pas vendre mes Bitcoins, Gabriel, mais si tu m'offres 1 million de dollars par Bitcoin, je te jure que je les vends. Mais je vais me revirer et je vais aller en racheter au prix du marché. Donc, effectivement. Donc, tout le monde a son prix finalement. Donc, plus le voilà. prix monte, bien, plus les hodlers sont prêts à vendre leurs bitcoins sur le marché. Puis on le voit, si vous regardez par exemple les metrics on-chain, on voit que les whales ont commencé à libérer sur le bitcoin, sur le marché, certains de leurs bitcoins, même qu'on a vu récemment des bitcoins qui ont été minés il y a à peu près 10 ans, qui ont été vendus sur le marché. Donc, il y a des gens qui se réveillent et qui veulent profiter de la hausse des prix, là. C'est pour ça que dans les courbes de marché, on voit que quand on se rapproche du plus haut sommet historique, il y a une forme de résistance. Je ne sais pas, c'est pas le bon terme à résistance, c'est-tu en bas, mais le prix stagne là parce qu'il y a des gens qui attendaient ce moment pour liquider les bitcoins qui avaient peut-être acheté lors de la dernière bulle, entre guillemets, puis là, ils attendaient justement ce moment-là pour les liquider. Donc, il y a plus de bitcoins disponibles sur le marché secondaire, entre guillemets, à ce prix-là. Fait que c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas parti encore en flèche potentiellement à passer ce prix, mais éventuellement, ils vont les avoir tous achetés, peut-être, ces bitcoins-là qui sont à vendre à ce prix-là. Puis là, c'est là que l'offre va se rétrécir. Puis peut-être que si les FNB cherchent à en acheter encore plus toujours, puis que les gens ne sont plus prêts à le vendre à, disons, 69 420 peut-être que là, le prix, l'offre sera moins abondante et que le prix pourra s'ajuster à la hausse. C'est pas une prédiction, je dis c'est une mécanique de marché. C'est à un moment, tous ceux qui restent, c'est des hodlers, comme on appelle, qui veulent vendre, qui veulent pas vendre, là, il va falloir que les acheteurs montent le prix. C'est ça qu'on voit là, dans la dynamique du marché, tout simplement. Donc, simplement pour résumer pour nos auditeurs, l'offre totale de Bitcoin, elle est fixe. On parle souvent du 21 millions, donc c'est fixe, ça ne changera pas, c'est dans le code, etc. Mais en fait, l'émission de nouveaux Bitcoins, donc qui vont nous mener éventuellement aux 21 millions, elle est variable, elle est programmée dans le code. Elle est appelée, comme tu l'as mentionné, à diminuer de moitié à peu près à tous les 4 ans. Ce qui fait que, comme on l'a vu avec un événement, en fait, on pourrait quasiment dire qu'on a eu 2 halvings dans ce cycle-là avec l'entrée sur le marché des fonds négociés en bourse américains, parce que ça a donné un influx important sur la demande. On le sait, il y a
c'est pas tout le monde qui est prêt à passer à travers là, le chemin de croix pour aller acheter directement ces bitcoins. Donc là, les gens peuvent, à travers leur courtier, leur plateforme de courtage, acheter directement des bitcoins. Et ça a eu un impact significatif sur le prix. Puis le professeur, il l'a mentionné dans l'entrevue, puis il a tout à fait raison. Ouais. Donc finalement, il a dit que c'est pas étonnant de voir le prix monter parce qu'on l'a vu, si vous regardez les données des fonds négociés en bourse aux États-Unis qui achètent 9 000, 8 000, 10 000, 11 000, 12 000 bitcoins par jour, alors que l'émission quotidienne des mineurs est autour de 900 de mémoire, si je me rappelle bien. Donc, on voit qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, il faut que les bitcoins viennent du marché secondaire pour pouvoir satisfaire à la demande. Et là, on va parler par exemple de liquidité parce que il y a une affirmation qui est faite par le professeur durant l'entrevue comme quoi le marché de Bitcoin est un marché qui est très peu liquide, qui est fragmenté à travers la planète. Donc, si une personne, une baleine, là, se met à acheter des Bitcoins parce qu'il veut en accumuler un paquet, il n'y a pas beaucoup de liquidité journalière, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller pour pouvoir faire ça. Donc, finalement, le marché de Bitcoin, là, il peut difficilement se qualifier pour que des joueurs importants puissent prendre participation. Je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus. Peut-être ensuite, j'aurai des éléments à ajouter. Ben, c'est ce que le professeur affirme. Moi, c'est ce qui m'a le plus étonné, en fait, dans l'entrevue. En fait, il y a deux choses là, qui m'ont très étonné dans l'entrevue. Ça, c'en est une. On parlera de la deuxième plus tard. Mais le professeur affirme que le marché de Bitcoin est très peu liquide. Bon, moi, je ne suis pas un expert en finance. Déjà, toi, Gabriel, tu connais déjà plus le monde de la finance que moi. C'est plus ton bac, c'est plus ça que tu étudies. Mais moi, affirmer que le marché de Bitcoin est un marché très peu liquide, ça m'étonne énormément puisque on a juste à voir les volumes journaliers qui sont échangés, ça m'apparaît assez énorme. Si on le compare, disons, à une action d'une banque canadienne, je pense que tu as tweeté les chiffres. Là. Bitcoin, c'est quelque chose autour de 90 milliards de marché journalier en 24 heures. Puis on avait, disons, je pense que c'est-tu la RBC ou en tout cas une des grosses banques canadiennes que tu avais noté qui avait un volume d'échange de 120 millions. 120 millions US versus 90 milliards US. Donc, est-ce que le professeur, peut-être que le professeur aussi trouve que le marché de la RBC est très peu liquide, peut-être, je ne sais pas sur quoi il... C'est quoi son comparatif? C'est exactement, ça. Pour affirmer que c'est très peu liquide. Et moi, je suis prêt à affirmer le contraire, dans le sens que du Bitcoin, tu peux échanger ça partout dans le monde, n'importe quand, à presque n'importe quel volume. On le voit, les FNB en achètent, les fonds en achètent. Et là, j'ai l'impression que c'est qu'il y a deux notions aussi là-dedans. C'est qu'il y a une notion de profondeur de marché et il y a la notion de liquidité. Je ne sais pas si c'est ça que le professeur voulait mentionner. Et là, moi, c'est des recherches que j'ai faites, là, ça dépasse mes compétences, mais je peux lister la définition que j'ai notée. C'est la liquidité, c'est la capacité à effectuer une transaction sans faire bouger le prix. Bon, mais ça, c'est ce que MicroStrategy fait. MicroStrategy, on le sait, c'est public. Michael Saylor a tweeté ça pour ceux qui sont moins familiers. MicroStrategy, c'est une compagnie, ils font des logiciels, puis Michael Saylor, c'est un fervent de Bitcoin, puis sa trésorerie, en fait, il fait l'épargne de son entreprise en Bitcoin, et même il lève des fonds pour acheter des Bitcoins parce qu'il considère que, dans le fond, c'est payant de lever des fonds en fiat et d'acheter des bitcoins qui vont nécessairement, selon lui, prendre de la valeur. Donc, lui, ce qu'il fait, quand il a acheté ses premiers bitcoins, puis j'imagine qu'il fait encore la même chose, il avait noté sa stratégie, il avait parlé de sa stratégie sur Twitter, il disait qu'il achetait, il faisait des dizaines de transactions à la seconde, de petits achats pour ne pas trop faire de bouger le prix. Ça, c'est une question de liquidité. Mais, je veux dire, si vous essayez d'acheter pour 300 millions de dollars de Bitcoin en une transaction, c'est sûr que vous allez faire bouger le prix. C'est une question de liquidité, en effet, qu'est-ce qui est disponible sur le marché, mais est-ce qu'on peut vraiment dire, comme ils peuvent le faire de toute façon en ayant une stratégie, est-ce qu'on peut qualifier Bitcoin de très peu liquide? Peut-être que le professeur, en passant, j'ai envoyé là, mes commentaires au professeur, peut-être qu'il va nous répondre, puis peut-être que j'aurai une réponse là, à ces critères, puis peut-être que ça s'explique. On ne le sait pas. On verra après que ce sera diffusé ou après qu'il m'ait répondu. Et sinon, mon deuxième point, c'est par rapport à la profondeur de marché. La profondeur de marché, ça, c'est la capacité à exécuter des gros volumes. Donc, est-ce que, je ne sais pas, moi, si demain matin, je te donne un très bon exemple, si demain matin, je voulais acheter 22 millions de Bitcoin, mais je ne pourrais pas en dollars, 22 millions de Bitcoin. Je ne pourrais pas parce qu'il en existe peut-être 17, 18 aujourd'hui là, à cause 19, je pense.
Ouais, mais en fait, non, mais faut même... ouais, 19. Ouais, c'est 19, mais il faut enlever ceux qui sont plus disponibles, perdus. Ben, en tout cas, donc on pourrait pas. Donc, le marché des Bitcoin n'a pas assez de profondeur pour que je puisse en acheter 22 millions, mais c'est pas un problème. C'est fait comme c'est normal. Il y en a pas plus. Donc, et peut-être que je pourrais pas acheter 2 millions de Bitcoin non plus. Peut-être que la profondeur du marché n'est pas là, mais qui est capable d'acheter 2 millions de Bitcoin? Il faudrait faire le calcul de combien ça fait. Donc, il y a ces deux concepts-là. Il y a la profondeur et la liquidité. Mais tout ça, c'était des faits financiers très, des termes techniques financiers très intéressants. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve ça, je ne sais pas exactement ce que le professeur voulait dire, moi, je trouve ça très audacieux d'affirmer que Bitcoin est un marché très peu liquide. Si Bitcoin est un marché très peu liquide, la plupart des marchés sur la Terre, à mon avis, sont très peu liquides comparés. Je terminerai en disant que Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui est nouvellement fan de Bitcoin et qui le défend là, en ondes à la télé américaine. On se tient en passant, je ne veux pas faire l'apologie de BlackRock, mais c'est évidemment que maintenant, il vante Bitcoin, M. Fink, parce qu'il vend des fonds négociés en bourse de Bitcoin, mais il a affirmé justement que Bitcoin, c'était plus énorme, plus gros que n'importe quel gouvernement. Donc, moi, quand quelqu'un comme Larry Fink affirme ça, je ne pourrais pas penser que Bitcoin est un marché très peu liquide. Et dans la même entrevue, justement, M. Fink affirme que Bitcoin, c'est comme une sorte d'or numérique, là, ce qui est un vieux cliché, entre guillemets. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit n'importe quel endroit où vous pensez que le gouvernement pourrait deux choses, pourrait, disons, saisir vos avoirs ou agir, donc d'être un gouvernement pas très responsable à ce niveau-là. Bitcoin existe. Et deuxième aspect encore plus intéressant, il dit si vous pensez que le gouvernement dilue la valeur de sa monnaie nationale, Bitcoin est une solution pour ça. Et là, l'animateur dit ouais, c'est ce qu'on fait ici en parlant des États-Unis. Puis là, Larry Fink dit ah, non, mais je n'irai pas là. C'est un moment, je ne sais pas si tu pourrais linker l'entrevue, mais c'est un moment très, très intéressant que j'ai trouvé. On y reviendra peut-être. Oui. C'est ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Effectivement, c'est une entrevue très intéressante. Puis je dirais qu'il y a des éléments assez significatifs qui ont été mis de l'avant par Larry Fink. Puis, ouais, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais juste pour rester sur le sujet de la liquidité, je veux dire, vous regardez par exemple un graphique là, du trading quotidien, donc du volume de trading quotidien sur Bitcoin. Puis vous voyez qu'au courant, par exemple, des derniers jours, là, il s'est transigé 20 000, 30 000, 40 000, 50, 60 000 Bitcoins par jour. Donc, clairement, il semble avoir de la liquidité de ce côté-là. Puis quand vous regardez les gros joueurs, là, comme par exemple, tu as mentionné MicroStrategy qui a accumulé, je pense que c'est 120 ou 130 000 Bitcoins au cours des 2 ou 3 dernières années. Donc, il y a quand même une certaine profondeur. C'est clair que si Michael Saylor aurait voulu acheter tout d'un coup ces 120 ou 130 000 Bitcoins, ça n'aurait pas été possible. Mais j'imagine que c'est la même chose si vous allez acheter l'équivalent en or. Par exemple, vous arrivez et vous dites que vous voulez acheter, je ne sais pas moi, 120 milliards d'or tout d'un coup, ça devrait éventuellement faire bouger le prix. Puis tout marché, finalement, a une limite de liquidité. C'est ça, le marché. Il y a une limite. J'ai donné l'exemple extrême tout à l'heure. Personne ne peut acheter 22 millions de Bitcoin, mais évidemment. Bon. Donc, c'est ça. C'est tout simplement un marché. Donc, on trouvait, je pense que ça t'avait surpris aussi, cette affirmation de dire que Bitcoin était très peu liquide. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Fait que maintenant, passons sur un autre élément qui est abordé dans l'entrevue. Puis cet élément-là, je l'ai trouvé très intéressant. Où, on le sait, on vient d'en parler, les fonds négociés en bourse, spot Bitcoin, donc qui achètent directement des Bitcoins, ont été introduits aux États-Unis. Il y en a 11 qui ont été introduits, mais il y en a essentiellement 2 ou 3 qui fonctionnent bien, c'est-à-dire celui de BlackRock, celui de Fidelity, puis celui de Bitwise. Peut-être Ark Invest pourrait entrer dans le bandwagon ici, là, mais bon. Tandis que les autres vont probablement mourir éventuellement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Puis effectivement, si vous allez essayer d'acheter, par exemple, beaucoup de Bitcoin dans un de ces fonds négociés en bourse, là, vous allez peut-être avoir de la difficulté parce qu'il manque de volume. Donc, bref, petite parenthèse. Mais bon, il y a un autre élément une question qui est posée par Gérald Filion qui dit, il pourrait-il avoir des FNB d'autres crypto-monnaies, par exemple Ethereum, ou un FNB qui contient plusieurs crypto-monnaies? Puis là, il me semble ici y avoir, encore une fois, je dirais, un manque de connaissances par rapport à la différence entre Bitcoin et le reste, les autres crypto-monnaies. Puis ici, peut-être pour mettre en contexte les auditeurs,
En fait, la SEC, qui est le gendarme des marchés financiers américains, a été essentiellement forcée de laisser les sponsors de fonds négociés en bourse mettre à disponibilité leurs produits sur le marché. Donc, il y a eu un revirement au cours parce que GBTC, qui était un closed-end fund, donc un fonds privé qui détenait beaucoup de Bitcoin, avait demandé à ce que ce soit transféré en fonds négociés en bourse. Puis la Cour a dit, bien, vous n'avez aucun argument, la SEC, pour ne pas laisser GBTC transformer son fonds privé en fonds négociés en bourse parce que vous avez permis, par exemple, sur le marché, des fonds négociés en bourse de contrats à terme, ce qui est encore beaucoup plus risqué que de détenir directement des bitcoins. Donc, ils ont été obligés de laisser ça entrer sur le marché, mais il y a quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises par Gary Gensler, qui est le président de la SEC. Il dit il y a Bitcoin, puis ça, il l'a mentionné à plusieurs reprises, par exemple, quand il témoignait devant le Congrès, etc., ou dans des entrevues. Il y a Bitcoin, qui, selon lui, est une commodité, une marchandise, comme par exemple le fer, comme le cuivre, l'or, peu importe. Et il y a les autres choses. Puis les autres, souvent, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas des commodités, c'est des securities. Donc, c'est par exemple des actions dans le sens où il y a souvent un petit groupe de fondateurs qui se sont enrichis en émettant sur le marché ces crypto-monnaies-là et qui continuent de conserver un pouvoir sur la direction que peut prendre le projet, alors que Bitcoin est totalement autonome essentiellement. Donc, est-ce que... Puis là, lui, le professeur, il nous dit, bien, le problème, c'est pas la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est qu'il manque de liquidité, puis qu'il y a peut-être un problème de sécurité là, par rapport à ces crypto-monnaies-là. Puis il a donné l'exemple de Dogecoin, là, qui a appelé Dogecoin, mais peu importe, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que... As-tu un commentaire à faire là-dessus? C'est précisément noté ce qui est encore plus surprenant dans son affirmation, c'est que je pense que tu as raison. Pour que ces autres crypto-monnaies-là puissent être offertes dans un fonds comparable, il faut déjà régler toute la notion de est-ce que c'est des securities ou pas. Puis ça, c'est pas, j'imagine, c'est pas encore réglé. Je pense que pour Bitcoin, ça l'est. Il a toujours affirmé que c'était différent. Donc, il y a un côté déjà technique là, qu'eux autres, il faut qu'ils règlent ça avec les acteurs de ce milieu-là. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une demande tant que ça pour des FNB de Dogecoin? Je sais, il y a des données pour, justement, tu l'as mentionné, GBDC, il y avait plusieurs fonds comme ça, puis je pense que c'était très, très largement là, Bitcoin qui dominait la valeur de... J'ai déjà vu des tableaux là, où il y avait la valeur de chacun des fonds. Il y avait du Ethereum, il y avait d'autres crypto-monnaies. Je ne sais pas s'il y avait Dogecoin, par exemple. Il faudrait que je revérifie. Mais donc, c'est ça, Bitcoin était très largement. Est-ce que Ethereum pourrait avoir son propre FNB? Ouais, là, ce qui est un peu étrange avec Ethereum, c'est que, tu sais, avec le stacking, puis bon, c'est toute une autre paire de manches. C'est un sujet, tu sais, qu'on pourrait faire... prendre des gens qui connaissent ça puis faire une vidéo de 2 heures sur ces questionnements-là. Mais ceci dit, l'aspect liquidité, je pense que dans Ethereum, il y a assez de liquidité. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il n'y aura pas de problème. C'est quoi même le market cap d'Ethereum? C'est quoi? C'est le tiers de Bitcoin, ce qui est quand même assez appréciable. Et l'autre aspect, le truc de cybersécurité, peut-être qu'il voulait dire, est-ce que ces systèmes-là sont aussi sûrs que Bitcoin? Je pense pas qu'ils sont aussi, mais est-ce qu'ils sont assez? Peut-être. Je pense pas que ça a un lien. Parce que faut comprendre que les technologies de portefeuille, puis tout ce qui sécurise disons, la garde de ces crypto-monnaies-là, c'est comparable. Que ce soit Dogecoin ou Bitcoin, ça ne change rien. C'est le même système de clés. C'est la puissance du réseau, par contre, c'est le nombre de nœuds. Tout à fait, mais ça, c'est pas de la cybersécurité, c'est ça. C'est ça le truc. Moi, je ne qualifie pas ça de la cybersécurité. Pour moi, de la cybersécurité, c'est les systèmes informatiques de l'endroit où c'est conservé. Après ça, la sécurité du réseau, ça, c'est un autre aspect. Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire en termes de cybersécurité. Peut-être. Mais oui, en effet, on ne peut pas comparer la sécurité du réseau de Dogecoin à Bitcoin, pas du tout. Litecoin non plus. Par contre, Ethereum, c'est un autre système complètement qui est le Proof of Stake, la preuve d'enjeu. Et bon, je considère que c'est pas potentiellement aussi... peut-être c'est pas aussi sécuritaire, mais c'est assez c'est sécuritaire. Mais ça, c'est un autre sujet quand même. Puis aussi, est-ce que
est-ce qu'il pourrait y avoir des bugs dans le système Ethereum comparé à Bitcoin qui pourraient causer des crashs? On a vu on a vu plein là, des contrats intelligents qui ont eu des problèmes dedans, puis ça a créé des pertes de fonds. Dans Ethereum, on a vu dans toutes sortes de projets de crypto, on en a vu. Donc, dès qu'on complexifie ces systèmes-là, ça devient de plus en plus compliqué à sécuriser. En effet, Bitcoin, lui, est assez simple. Est plus simple, donc c'est plus sécuritaire à ce niveau-là. Il n'est pas imperméable à ça, évidemment, il faut faire attention, il faut éditer le code, il faut faire attention aux changements qu'on fait. Mais bon, peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Peut-être que s'il voulait dire que Bitcoin, c'est plus sécuritaire, le réseau est plus sécuritaire que les autres, on est 100% d'accord. Au niveau de la garde, moi, je trouve que c'est comparable parce que c'est tous les mêmes genres de technologies. Toutes ces technologies-là de crypto pour les wallets, ça découle tout du travail qui a été fait en amont par Bitcoin puis les premiers portefeuilles, puis ça s'est amélioré avec le temps pour intégrer d'autres technologies crypto. Mais c'est un peu aussi un peu ironique parce que en utilisant la liquidité comme étant une raison pour laquelle on ne pourrait pas intégrer un fonds négocié en bourse d'Ethereum, par exemple, ou d'une autre meme coin, peu importe, ben, il vient comme implicitement dire qu'il y a de la liquidité sur Bitcoin. Oui. Donc c'est un peu contradictoire. C'est très contradictoire, puis c'est pas la première. Là, je ne sais pas si on était rendu là dans le plan, mais on remarque aussi qu'il dit en tout début d'entrevue que la demande est la raison pourquoi le prix de Bitcoin monte en ce moment à cause des FNB. Puis plus tard, il affirme que la diminution le halving, donc la diminution de la prime de minage, n'aura pas d'effet. Il pense que ça n'aura pas d'effet sur le prix, qu'en fait, tu coupes l'afflux de nouveaux Bitcoin en deux. Donc, ça peut pas être. Tu ne peux pas d'un côté dire que la demande fait monter le prix, puis après ça, la baisse de l'offre ne fait pas monter le prix non plus. Donc, et on n'est pas. Il y a eu plusieurs contradictions, disons, dans cette entreprise. Mais on y arrive pour parler du halving, mais juste pour terminer ce segment-là sur la différence entre Bitcoin et Ethereum ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ça va être très long avant qu'on voit entrer sur le marché un fonds négocié en bourse d'Ethereum parce qu'Ethereum ne sera pas traité par la SEC de la même façon que Bitcoin l'est. Je pense qu'Ethereum va être vu comme une security, c'est-à-dire une action dans une entreprise parce qu'il y a un groupe derrière tout ça. Il y a une personne qui est à la tête de ça, Vitalik Buterin. Donc, ça va être long, ça va être complexe. Il va y avoir de la divulgation d'informations qui va devoir être faite par les membres qui sont derrière ces projets-là. Donc, on ne risque pas de voir ça entrer sur le marché d'ici demain matin. Du moins, c'est mon opinion personnelle. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Il y a un test pour donner de l'info aux auditeurs. Là, s'il y a un test pour ça, là, je ne me souviens pas comment il s'appelle. Howey Test. Puis, pour donner un peu d'historique, c'est arrivé que certaines crypto-monnaies qui ont été lancées, que les fondateurs ont été obligés de rembourser littéralement ceux qui avaient acheté dans l'IPO, dans l'ICO, l'Initial Coin Offering, parce que la SEC avait décidé que c'était une securities, puis donc ces projets-là ont échoué. Et en passant, moi, je ne suis pas un fan de tous ces ICO-là, mais je trouve ça quand même étrange que la SEC arrive en disant on veut protéger le public, puis dans le fond, ils ont littéralement comme fait perdre, dans le fond, les fonds des gens. Il y en a qui ont acheté le token très cher, puis ils n'auraient peut-être pas dû, puis là, finalement, ils n'ont pas eu l'argent initial là, parce que ça a été fait sur le marché secondaire. Donc, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, puis la SEC est supposée être là pour... mais ceci dit, elle est là pour mettre des règles. Quand les gens ne suivent pas les règles, le risque, c'est que le législateur arrive par en arrière et dise hey, non, vous n'aviez pas le droit de faire ça, on cancelle tout. Puis évidemment, là-dedans, il y a des gens qui font des pertes. C'est pas moi qui va pleurer pour eux autres. Moi, je ne suis pas un fan du tout de ces trucs-là. Non, absolument pas. C'est quand même, en même retardant son intervention sur le marché, finalement, elle fait plus de mal que de bien. C'est un peu aussi, ça. Aussi, oui, exactement. On est d'accord. C'était pas peut-être pour que tout le monde rentre en même temps que ça a été aussi long. Il y a des gens qui pensaient ça, que tout le monde soit prêt et que ça entre. Ceux qui voulaient proposer des FNB rentrent en même temps. C'était un peu ça qui était avancé par certaines personnes, que ce ne soit pas juste 3-4 gros qui étaient prêts d'avance qui lancent ça, que tout le monde puisse. C'était peut-être ça, de toute façon. Maintenant, c'est fait. Puis on a vu l'effet que ça a. Maintenant, j'ai vu des tweets passer, ils disaient c'était pas priced in finalement. L'arrivée des FNB, là, on le voit que ça a eu un effet sur le prix. Voilà.
Donc, parlons du halving, parce que ça, je Oui. pense que c'est l'élément qui est au cœur de l'entrevue dans lequel on a certaines, bon, je dirais, accrochages, là, peut-être même certaines faussetés. Mais bref, on y revient. En fait, on va l'aborder tout de suite. Donc là, il y a une question qui est posée par Gérald Filion. Que se passera-t-il avec le halving, donc la division de la prime de minage? Le mois prochain, on rappelle aux auditeurs, ça va arriver en avril, donc c'est dans quelques jours, quelques semaines. Alors là, la réponse, bien, le professeur nous explique le concept du minage et de la prime. Ça, à mon avis, ça va. Puis là, il nous dit que la prime va passer de 6 à 3 quelque chose, donc c'est 6,5 à 3,125 de mémoire. Puis que l'objectif, ben, c'est de... En fait, l'objectif de tout ça, c'est de stabiliser l'offre jusqu'à la fin des temps, soit en 2050. Il dit, si on stabilise l'offre, le prix devrait se stabiliser à long terme, ce qui n'est pas du tout le cas parce que la demande est tout à fait imprévisible. Puis, il finit sa réponse en disant que Bitcoin, c'est une série de bulles spéculatives. Donc là, je te laisse répondre à ça. Il y a beaucoup de choses. La parole est à toi. Oui, il y a beaucoup de choses. Premièrement, il mentionne, il parle comme si l'algorithme, la cédule de division de prime de minage, ça avait été fait pour stabiliser le prix à long terme. Je ne vois pas le lien. Puis j'ai lu pas mal tous les écrits de Satoshi Nakamoto, puis je ne l'ai pas relevé. Si le professeur a une source, puis que c'est nous qui ne sommes pas au courant, je suis preneur. Ça se peut qu'on se trompe, mais moi, je ne vois pas le lien de dire qu'en divisant le prix, la prime de minage, pardon, les récompenses par bloc que les mineurs reçoivent, je ne vois pas comment ça peut avoir un effet stabilisateur sur le prix quand, au final, c'est simplement l'offre et la demande dans Bitcoin qui fait foi de tout, puisque, justement, l'offre ne peut pas s'ajuster. Bien, l'offre de nouveau, hein, c'est toujours important, l'afflux de nouveaux Bitcoin ne peut pas s'ajuster selon la demande. Il faut ramener ça à tout le monde. Très, très petite parenthèse. Dans n'importe quel marché, en général, quand le prix monte, ben, les gens qui produisent cette marchandise en produisent plus et ça a un effet stabilisateur. C'est pour ça que les prix, en général, des marchandises sont relativement stables. Parce que quand la demande augmente, on augmente la production pour calmer la demande et le prix se stabilise. Le prix monte, après ça, il se stabilise. Et à l'inverse, quand il y a trop de production, ben, le prix baisse et l'offre baisse et on stabilise le prix. Dans Bitcoin, on ne peut pas faire ça. L'afflux de nouveaux Bitcoin est prévu d'avance et donc, c'est le prix qui fait foi de tout. C'est le prix qui change parce que quand on monte le prix, ben, l'offre au marché secondaire va augmenter. Puis quand on baisse le prix, en général, le prix, l'offre va baisser. C'est avec le prix qu'on gère l'offre et la demande sur le marché secondaire. Donc, je ne sais pas où le professeur a pris cette notion-là qu'on avait prévu dans Bitcoin, faire ces divisions de primes de minage pour stabiliser le prix. À mon sens, ce n'est pas vrai. Après ça, il me semble qu'il y avait trois choses. Là, il parlait de stabiliser l'offre de Bitcoin jusqu'à la fin des temps, soit en 2050. Oui, c'est 2050. Oui, non, c'est 2140. Ça, ça c'est une petite erreur qu'on peut lui... Mais donc, pour expliquer, il y a peut-être un point, c'est qu'en 2050, la partie de Bitcoin, de la récompense de bloc, va être, la partie prime de minage va être assez petite comparée aux frais. C'est vrai qu'à partir de 2050, ça devient un peu négligeable, mais il va quand même avoir des petites fractions de Bitcoin qui vont être émises jusqu'en 2140. Donc, si on veut être très... si quelqu'un demande quand est-ce que Bitcoin va arrêter, le réseau Bitcoin va arrêter d'émettre des nouveaux Bitcoins, c'est autour de 2140, parce qu'encore là, c'est une cédule, c'est un algorithme, là, ça pourrait arriver un peu avant ou un peu après selon la puissance du réseau. Mais c'est pas faux de penser qu'autour de 2050, la partie de nouveaux Bitcoin va être très négligeable par rapport aux frais de transaction qui vont prendre la relève, en fait, pour récompenser les mineurs. Fait qu'on comprend ce que le professeur voulait dire, mais c'est pas tout à fait juste, c'est plutôt 2140. Puis, rappelle-moi... Il parle, si on stabilise l'offre, le prix devrait se stabiliser à long terme. Je pense que tu l'as abordé au début. Oui, c'est ça que j'ai abordé, mais il y avait une troisième affirmation étrange, il me semble, dans tout ça. Je pense qu'il finit en disant que Bitcoin, c'est une série de bulles spéculatives ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Donc, on avait l'erreur sur l'année, on a le fait que le halving, c'est pour stabiliser le prix, je pense pas, puis les bulles spéculatives. Donc, les bulles spéculatives,
tout simplement, dans un marché, il y a souvent des actifs qui sont surévalués ou sous-évalués. On peut qualifier ça de bulle, comme la bulle du dot-com. Un exemple extrêmement intéressant, c'est justement MicroStrategy qui était là pendant la bulle du dot-com. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est fin des années 90, début des années 2000, l'Internet a fait une espèce de bulle spéculative énorme qui a éclaté. Et MicroStrategy, qui achète beaucoup de Bitcoin en ce moment, était là, existait déjà. Et vous irez sur un visualisateur de prix d'action, puis vous irez chercher l'action de MicroStrategy, puis vous allez voir que son graphique est vraiment pas beau, je dirais, d'un point de vue graphe, si on fait de l'analyse technique, puisque au début de sa vie, il y a eu une grande bulle. L'action est montée à un prix complètement dérisoire et a crashé tout de suite après, mais la compagnie existe toujours en 2023 et elle a monté tranquillement. Elle était très, très tout en bas là, de son graphique. Puis probablement une valeur d'action qui est tout à fait valable puis par rapport à ses profits, à son marché. C'était la bulle qui faisait pas de sens. Puis là, maintenant, ben, elle a rattrapé, je pense, le tiers, en fait, de la valeur de la bulle spéculative du dot-com à cause qu'elle achète maintenant des bitcoins. Donc, la compagnie prend la valeur à mesure que Bitcoin monte. Mais ce que je voulais vous expliquer avec ça, c'est que la bulle de MicroStrategy dans le dot-com, elle a éclaté, mais MicroStrategy est toujours là. Puis peut-être que si Bitcoin triple en prix, elle va dépasser la fameuse bulle. Donc, c'est normal dans les marchés. Oui, il y en a des marchés où la bulle monte, ça éclate, comme disons les fameuses tulipes que tout le monde parle tout le temps. Mais oui, ça montait à des prix de fou au 17e siècle, puis c'est jamais revenu. Après ça, les tulipes avaient des prix normaux. Mais dans Bitcoin, c'est juste le marché. Bitcoin est surévalué pendant une période, il baisse de 85%, puis on recommence avec le cycle de halving. C'est des cycles qui sont tout à fait normaux. Donc, affirmer que Bitcoin, la bulle a éclaté 4 fois, puis c'est toujours là, puis on revient de retourner à la TH, je trouve que ça enlève de la validité à l'argument, puisque ça fait 4 cycles qu'on vit en 12 ans. Puis Bitcoin est toujours là, plus valable, plus pertinent que jamais. C'est souvent ce qu'on tente de faire lorsqu'on accole à quelque chose l'étiquette de spéculatif. Il faut le reconnaître, là. Il y a vraiment une part de spéculation dans Bitcoin, comme dans n'importe quel investissement ou dans n'importe quelle marchandise, on devrait dire ici. Lorsque vous achetez, par exemple, de l'or, mais oui, il y a une part de spéculation par rapport à la demande future ou par rapport à l'offre sur le marché, c'est certain. Mais dans le cas de Bitcoin, puis encore ce matin, il y avait un article dans la presse comme quoi on disait que Bitcoin était, faites attention, c'est hyper spéculatif. Certes, mais Bitcoin est toujours là. Comme tu l'as mentionné, oui, il y a eu par exemple la bulle des années 2000 dans les actions technologiques, mais il y a eu la bulle des tulipes, il y en a eu des dizaines des bulles dans l'histoire de l'humanité. Mais la Bitcoin, si c'était réellement une bulle, bien, on aurait eu probablement le pic de 2017, puis après ça se serait éteint, puis serait mort et enterré finalement. Oui. Mais Bitcoin revient toujours, le réseau se renforce toujours, le nombre d'adeptes grandit toujours. Bon, il y a une part de spéculation, mais il y a aussi quelque chose de concret là-dedans. Là. Deux choses à ajouter là-dessus. 2017, à mon avis, Bitcoin était surévalué à 20 000 si on compare le nombre d'utilisateurs puis la puissance du réseau des mineurs. À aujourd'hui, c'était pas 3 fois moins. Disons, Bitcoin était à 70 000 aujourd'hui, ben, il était à 20 000 à cette époque-là. Le réseau est peut-être 10, 100, je ne sais pas combien de fois plus fort, mais il est pas mal plus que 3 fois plus fort. Donc, peut-être que ce qui donne sa valeur à Bitcoin, son réseau d'utilisateurs et le réseau de minage, ben, on peut penser que peut-être que c'était trop 20 000. Mais ça, c'est normal, c'est une recherche de prix. La deuxième chose que j'aurais voulu dire... je l'ai perdu. Pas de problème. Où je voulais rebondir sur... bon, je l'ai perdu. Moi, je pense que le problème fondamental ici, c'est parce que les gens, quand ils parlent de Bitcoin, ils comparent Bitcoin à un investissement, comme genre j'investis dans Apple. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bitcoin, c'est une marchandise. Quand vous parlez de Bitcoin, c'est comme si vous parleriez de l'or ou d'une autre marchandise. Donc,
c'est sûr que c'est difficile à valoriser. Quand vous regardez l'action d'Apple, vous êtes en mesure de dire, OK, bon, les profits sont tant, j'estime que les profits dans les années futures vont être tant. Donc oui, il y a une part de spéculation, mais vous pouvez l'asseoir sur quelque chose de concret. Dans le cas de Bitcoin, c'est beaucoup plus difficile à faire ça parce que c'est une marchandise. Tout dépend de la demande, finalement, parce que dans le cas de Bitcoin, l'offre, elle est programmée, puis l'offre finale, on la connaît. Donc, c'est ça, donc il faut faire attention. Donc oui, c'est spéculatif, mais est-ce que vous mettez l'étiquette de spéculatif simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de valoriser la valeur intrinsèque de Bitcoin? Voilà. Ça reste une monnaie. Quelle est la valeur intrinsèque du dollar canadien? On ne sait pas. C'est la Ben, demande c'est ça, pour payer des taxes. C'est la demande pour payer des taxes. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est exactement par rapport à ce que tu viens de dire, Gabriel. C'est quand on pense à une action comme Facebook qui a une espèce de fois 20 ses profits ou ses revenus. C'est un peu la norme là, dans les... Oui, le dans ratio les, court-bénéfice. Exactement. Donc, ça aussi, c'est de la pure spéculation. C'est qu'on donne une valeur actuelle à l'action par rapport à son potentiel de croissance. On pense que dans le futur, elle va tellement croître que ben, ça va. Et donc, ces valorisations-là, pour des marchés qui sont en progression, sont toujours avec des espèces de leviers. Donc, parce qu'on achète par rapport à la potentiel de croissance future, qui est un peu différent, disons, de certaines actions blue chip où ce levier-là est un peu plus bas parce qu'on ne prévoit pas qu'il va y avoir tellement de croissance. C'est plutôt les chiffres, là, les fondamentaux là, de la valeur de l'entreprise, ses actifs, ses profits futurs qu'on peut prévoir là, sans trop prévoir de croissance. Mais il y a ça dans les marchés. Est-ce que c'est de la spéculation? Ben oui, la spéculation, c'est une forme de prédire la valeur future de quelque chose. Puis il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, puis tu l'as très, très bien défini. Bitcoin, c'est une marchandise. Moi, je dirais plus que c'est une monnaie, mais c'est quand même bien de dire que c'est une marchandise parce qu'il faut l'évaluer avec le même angle que l'or, que la marchandise, ou l'or... il y a plein de gens qui disent oui, mais l'or, c'est mieux parce que ça a une utilité. Oui, ça a une utilité. C'est genre 10% de sa valeur, l'utilité industrielle. Puis là, les gens vont dire ouais, mais au moins, si j'ai de l'or, je préfère des cuillères avec. Ça, c'est juste un argument qui m'a toujours fasciné. Donc, on va payer 2000 $ l'once pour des cuillères pour manger de la soupe. Il n'y a personne qui va faire ça. Ça ne sert à rien. En fait, la part. De la grande majorité de la valeur de l'or vient de son utilité monétaire, sa demande pour être une réserve de valeur, une espèce de valeur refuge. C'est là qu'elle vient, sa valeur. Puis sa valeur est totalement subjective. C'est simplement qu'on pense que quelqu'un d'autre va l'acheter au même prix plus tard. C'est juste ça. C'est la même chose pour Bitcoin. Les gens vont dire que ça ne sert à rien. Ben oui, ça sert à quelque chose. C'est une réserve de valeur pour se protéger d'une dévaluation, pour pouvoir sortir l'argent d'un pays qui a un contrôle de capitaux gouvernemental. Ça, c'est une utilité, ça, c'est une valeur. Il y a des gens qui assignent une valeur à ça puis qui sont prêts à payer pour. Puis je vais faire le parallèle avec le fiat. Le fiat, pourquoi ça vaut quelque chose? C'est tout simplement parce qu'il faut absolument en acquérir pour payer nos taxes. C'est ça la valeur du fiat. Puis c'est la base. C'est la base de la théorie de la MMT, la Modern Monetary Theory, qui fonctionne pas du tout à mon avis, mais qui est très intéressante. Puis c'est le reflet un peu de comment la monnaie fiat fonctionne aujourd'hui. Et leur argument principal, c'est que la seule chose, eux autres, ils disent que c'est la seule chose qui donne la valeur à une monnaie, c'est qu'il y a une autorité qui l'accepte pour en termes d'échange pour rembourser une dette de taxe. C'est leur théorie. Et moi, je trouve que c'est l'aspect intéressant de leur théorie, puisque ça explique littéralement pourquoi la fiat vaut quelque chose. C'est que tu n'as pas le choix d'en acquérir, donc tu vas avoir une demande pour la monnaie fiat. Il acquiert une certaine valeur parce que tu n'as pas le choix de la prendre pour rembourser ce que tu dois en impôt au gouvernement. Donc, selon eux, les fameux MMTE qu'on appelle, la valeur de la monnaie, eux autres, c'est toutes les monnaies, parce que toutes les autres monnaies qui ne viennent pas du gouvernement, ça ne vaut rien, c'est n'importe quoi pour eux. Ça vient parce que le gouvernement... Puis, d'un côté, ils ont un peu raison dans le sens que depuis l'origine de la monnaie, il y avait des autorités, puis les autorités devaient des taxes, puis cette monnaie-là qui était émise par le gouvernement avait une valeur parce que les gens, à la fin de l'année, devaient l'acquérir pour rembourser le gouvernement. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant parce que dans le cas des monnaies fiduciaires, on dit fiat, mais je pense que c'est fiduciaire en français, leur valeur, elle est coercée. Donc, on nous force à donner une valeur à cette monnaie-là, alors que dans le cas de Bitcoin, c'est un consensus qui est libre.
En fait, la monnaie devrait retourner dans la sphère privée et la meilleure monnaie vaincrait finalement. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer malgré que les gouvernements n'aiment pas trop ça. Mais je pense que Bitcoin est en train de s'imposer comme étant la meilleure monnaie. Puis on va voir la loi de Gresham là, entrer en jeu probablement au cours des prochaines décennies. C'est-à-dire que les gens vont accumuler du Bitcoin puis vont dépenser leur fiat dans leurs transactions quotidiennes. Puis je suis super content que tu aies... excuse, je vais te laisser continuer, mais je suis super content que tu aies mentionné l'or, en fait, la fait que souvent, on dit, même du côté de des gens qui achètent des marchandises, des investisseurs dans les commodities, ils disent « Ouais, mais il y a une valeur d'usage associée à l'or. » Oui, mais c'est pas ça qui donne la valeur à l'or. C'est sa valeur de réservoir de oui, c'est qu'on pense que quelqu'un va nous donner. Puis même pour les bijoux, il va dire on peut faire des bijoux aussi. Oui, non, mais la valeur des bijoux, c'est la valeur monétaire de l'or. C'est que tu acquiers le bijou en disant plus tard, même si le bijou il est laid, là, je vais pouvoir l'échanger pour la valeur du poids en or. Ça, c'est la valeur monétaire. Il n'y a pas beaucoup de quand on te le vend, il y a une surprime pour le travail. Le travail. Tout ça. Oui, on est d'accord. Mais au final, après, si personne ne le veut, ton bijou, parce qu'il est laid, là, parce que 30 ans plus tard, c'est peut-être laid, la bague de mariage de ta grand-mère, mais il y a quelqu'un qui va te donner sa valeur monétaire. Donc, même pour le bijou, c'est un usage marginalement industriel, à mon avis. La vraie valeur en dessous, c'est dans certains pays, en Inde, je crois, ils offrent des cadeaux en or comme ça aux femmes parce que c'est une façon de s'émanciper. Dans le fond, c'est une façon que la femme ait une réserve de valeur dans la famille. S'il arrive un problème, bien, elle a cette valeur-là. Donc, il y a ces traditions-là même qui existent dans certains pays où la femme n'aurait pas les mêmes droits ou ne pourrait pas avoir une indépendance financière. Mais c'est super important pour la famille d'offrir de l'or à ces femmes-là parce que ça leur donne une certaine protection. Fait qu'on voit que même le bijou là, a une utilité tout à fait monétaire de réserve de valeur. Et je le répète, cette valeur-là vient, c'est tout à fait virtuel. Ça s'appelle une prime monétaire. Et c'est juste le fait que tu crois que quelqu'un t'a confiance, que quelqu'un... Consensus social. Exactement. C'est ça. Bitcoin est la preuve que la monnaie, c'est un consensus social. Puis il y a certains Bitcoiners qui ne comprennent pas tout à fait la monnaie, qui n'aiment pas ça qu'on dise ça, parce qu'ils ont un peu l'impression qu'un consensus social, c'est un peu comme fiat, tu sais. Mais en fait, non, c'est ça la monnaie. La monnaie, c'est un consensus social, toutes les monnaies, et incluant l'or, incluant Bitcoin, même si l'or a 10 % d'une valeur d'utilité, bien 90 % du reste, c'est un consensus social. Bitcoin, c'est 100 % un consensus social. Puis, je trouve que Bitcoin est encore plus pertinent parce qu'il y a encore plus d'utilité. N'importe qui peut en posséder. On peut le transporter de manière... c'est plus rapide, c'est adapté à l'époque actuelle, tout simplement. Donc, moi, je vois aucunement d'endroit où l'or est mieux que Bitcoin. Puis, le principe sous-jacent qui donne sa valeur est exactement le même. Puis, on pourrait même dire que c'est une monnaie pure, dans le sens que sa valeur d'usage, c'est sa valeur d'échange. Dans le sens que l'or, c'est vrai qu'il y a une réelle valeur d'usage pour l'or. Puis, si son prix était plus bas, probablement qu'on l'utiliserait pour plein de choses, puis on aurait des biens de consommation ou des technologies qui seraient beaucoup plus performantes. Puis le fait qu'on ne peut pas faire ça, c'est parce que justement, l'or a été monétisé. Mais Bitcoin n'a aucune autre valeur d'usage que d'être un réservoir de valeur. Le meilleur exemple, Gabriel, pour ça, c'est Ethereum. Tu vas voir, c'est exactement, précisément ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Ethereum, c'est mieux que Bitcoin parce qu'il y a une utilité. Okay? Mais c'est totalement l'inverse. Puisque la journée que le réseau Ethereum est dépassé, brise, ça n'a plus à rien, tes jetons Ethereum, ils valent 0. Parce que sa valeur vient justement de son utilité. Sinon, ça ne sert à rien. C'est une commodité dans le sens que c'est pour payer. Il ne faut pas mélanger les termes. Là. Je pense encore que Ethereum, c'est une securities dans le terme économique, financier de la SEC. Mais le jeton en tant que tel, c'est pour payer des frais de transaction. C'est ça son utilité. Puis déjà, c'est mieux. Mais non, une monnaie, il ne faut pas que ça ait d'utilité autre qu'être une monnaie. Puisque si un jour elle perd cette fameuse utilité, ben, sa valeur va baisser. Comme disons, l'or n'est plus 0 utilisé en industrie, 0 bijoux.
ben, il va perdre 10-20 de sa valeur monétaire puisque cette partie-là soutenait un peu son prix. Donc, en fait, ça nuit. Puis aussi, après, ce que tu mentionnes, c'est que si cet élément-là peut être utile à la société pour faire autre chose, bien, quand il est utilisé comme une monnaie, bien, il devient trop cher. Tandis que Bitcoin, mais ça n'a pas zéro autre utilité que d'être une monnaie. Remarque que les ordinals, ça vient nous contredire, mais ça, on verra si ça dure. Ouais, ça. Je sais que tu n'es pas fan, moi non plus. Ça puisse mourir éventuellement de sa belle mort, mais bref. Mais c'est un bon exemple. Ça aussi, ordinals, ça peut nuire à l'utilisation monétaire de Bitcoin puisque ça leur donne une genre d'utilité, mais en fait, ça nuit à tout ça parce que, justement, je ne sais pas moi, si Bitcoin aurait 5% plus de valeur parce qu'il y a une demande pour les ordinals, bien, quand il n'y aura plus de demande pour les ordinals, bien, ça va avoir un effet à la baisse, disons, mettons, de 5% sur son prix. C'est pas grave, mais ça fait juste démontrer que c'est pas utile d'avoir une utilité quand tu es une monnaie. Hein? C'est une belle phrase. Sans compter le bump sur les frais de transaction. Mais bref, ça, on l'a déjà abordé dans une autre vidéo. Donc exactement. J'invite les gens à aller l'écouter d'ailleurs. Donc, je pense que c'est la mort de Bitcoin ou un truc comme ça. J'ai été un peu sensationnaliste. Ouais, c'est ça, dégénérescence, je ne me rappelle plus. Exactement. Bref, prochaine question qui a été posée dans l'entrevue. Oui. Et là, on parle encore du halving. Donc, on a fait une belle parenthèse là, qui était quand même assez intéressante. Mais on revient au halving. Alors, Gérald Filion demande là, à M. Roch, est-ce que le prix va monter avec le halving ou la division de la prime de minage? Et là, je vais y aller avec la réponse là, que je paraphrase essentiellement. Encore une fois, j'invite les gens à aller voir l'entrevue complète là, pour avoir l'entièreté de la réponse. Mais je pense, là, c'est la réponse du professeur. Je ne pense pas que le halving va avoir un impact sur le prix. Les mineurs vont voir leur profit réduit et beaucoup de mineurs vont se retirer du marché. Puis là, Gérald Filion relance un peu l'invité puis il dit « Ouais, mais c'est quoi l'effet sur le prix? » Très peu d'effets sur le prix. Historiquement, c'est vrai que ça a donné lieu à des hausses, mais c'était des hausses spécifiques et d'autres événements sont entrés en ligne de compte pour les expliquer. Alors là, vas-y David, lâche-toi. Ben, c'est fascinant. Je ne sais pas si le professeur a une... d'un, il a raison pour le truc des mineurs, qu'il y a des mineurs qui vont se retirer du marché. Tout à fait. C'est le concept de la capitulation des mineurs. Je vais y revenir. Là, après ça, on voit que Gérald, lui, il comprend l'offre et la demande, on dirait, ou je sais pas, il y a une intuition que ça va avoir un effet sur le prix. Là, il réitère. Est-ce que ça va avoir un effet sur le prix? Non. Très peu parce qu'on peut expliquer les hausses passées par d'autres événements. OK, peut-être, oui, les hausses passées, il y a eu d'autres événements, on est d'accord, mais on ne peut pas dire en début d'entrevue que la demande accrue sur Bitcoin fait monter le prix, puis après ça, en fin d'entrevue, dire la baisse de l'offre de nouveaux Bitcoin n'aura pas d'effet sur le prix. Je veux dire, bon, comment que je... il y a une autre chose qu'il dit dans l'entrevue, c'est qu'il est surpris qu'on ait retourné à la au sommet ça, c'est au début. Précédent. Oui, au début. Un endroit qui dit ça, il est surpris. Ça aussi, ça m'a surpris qu'il dise ça. J'intègre la réponse les deux contradictions en même temps parce que dans le fond, Bitcoin, là, ce que c'est en ce moment, c'est un réseau qui attire de plus en plus de gens. Là, les FNB, c'est un nouveau marché qui vient d'ouvrir. Il y a de plus en plus de gens qui veulent acquérir des Bitcoins avec des solutions adaptées pour eux. Là. Comme tu disais au début, c'est pas Mme Michu, peut-être qu'elle n'est pas capable de s'ouvrir un wallet et de faire sa garde autonome. Peut-être qu'elle va faire confiance. C'est très important ici de dire confiance à une entreprise pour les conserver pour elle. Que ça soit bon ou pas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y a plus de gens il y a plus de gens qui s'en viennent puis qui vont dire, moi, je veux profiter de Bitcoin. Et de l'autre côté, l'offre de nouveaux Bitcoins. Donc, ça, c'est le ratio stock sur flux ou stock à flux. C'est pas clair la traduction, c'est un terme un peu nouveau. Stock to flow, en fait, en anglais. J'ai traduit stock à flux dans mon livre. J'ai copié sur la traduction du livre de Save Dynamos qui a été traduit par mon éditrice, mais j'ai des collègues qui préfèrent stock sur flux. Donc, c'est le stock existant versus l'afflux de nouvelles marchandises, disons. Mais le professeur semble nous dire là, que malgré qu'il est d'accord qu'il y a une nouvelle demande pour Bitcoin qui arrive, il l'a dit amplement. Avec les FNB. Puis, avec les FNB, puis je veux dire, ça va continuer là, à mesure que Bitcoin se démocratise. Puis, malgré qu'il sait que l'offre de nouveau, le stock à flux va augmenter ou baisser, le stock à flux augmente. Donc, l'offre baisse, de nouveaux afflux baisse. Il comprend ça. Donc, comment il peut affirmer que c'est surprenant qu'on retourne à notre ATH? C'est des concepts. Donc, ça n'aura pas d'effet sur le prix si on vient diminuer encore plus
l'offre de nouveaux bitcoins sur le marché. C'est ça, c'est le deuxième aspect. C'est que de un, il est surpris qu'on retourne à l'ATH. Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est des cycles, on le voit, ça fait plein de fois que ça arrive. Je veux dire, si on mêle les. Si toute chose étant égale par ailleurs, là, on prend leur fameuse phrase en économie, si on continue à faire grossir la demande, le réseau, les nouvelles personnes qui connaissent, puis on diminue l'offre, ça ne peut pas faire autrement. Je veux dire, il pourrait arriver. Je ne dis pas que Bitcoin, ça pourrait briser, il pourrait avoir arrivé quelque chose, ça pourrait aller à 100 piastres. Je ne fais pas de prédiction, c'est pas ça. Ça pourrait arriver, mais il y aurait soit un cataclysme, puis là, il n'y aurait plus de demande. Tout ce que je veux dire, c'est si ça continue, si tout reste égal, machin, par ailleurs. Si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient, c'est pas surprenant que ça retourne à TH. Et là, deuxième point, comme tu viens de le mentionner, au-delà de dire que c'est pas surprenant, à mon avis, qu'on soit retourné au plus haut sommet, c'est en plus de dire que cette diminution de l'offre-là, carrément, on lui a demandé 3 fois la question, ça aura peu d'effet sur le prix. Ben, OK, mais je dis, as-tu des arguments? Qu'est-ce qui vient contrebalancer la demande plus forte et la baisse de l'offre de nouveaux Bitcoin? Qu'est-ce qui fait que le prix ne s'ajustera pas? Donne-moi des arguments, des exemples. Moi, j'en connais pas. Donc, et en plus, il fait référence au halving précédent. Oui. Il dit oui, c'est vrai que ça a eu un effet sur le prix, mais il y avait d'autres choses. Certes. Mais si tu y vas avec la logique économique, quel est l'événement qui aurait pu comment dire, se présenter comme un catalyseur pour soulever le prix, si ce n'est qu'une modification à l'offre de nouveaux bitcoins sur le marché? Moi, je trouve ça bon. À demande constante, là. Partons du principe que la demande reste constante. Alors là, alors que, réalistiquement parlant, on est dans une, dans une phase où la demande augmente. Oui. Mais disons qu'elle est constante. Là. Oui. Ben, si la demande est constante et que l'offre de nouveaux bitcoins sur le marché est réduite, je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir d'effet sur le prix. Exactement. Si la demande pour l'or est constante, puis que les producteurs d'or produisent, au lieu de 2 % par année du stock total d'or, en produisent 1 %, qu'est-ce qui va arriver avec le prix de l'or? Le prix va monter. C'est ça. C'est la même chose avec Bitcoin. Donc, c'est les marchés. C'est un marché pur, le marché de Bitcoin, jusqu'à maintenant. C'est comme on ne peut pas ajuster l'offre de manière artificielle tellement, bien, on voit c'est ça. Pour ça que le prix... C'est ça qui explique aussi pourquoi le prix est si variable. C'est que ça réagit directement à l'offre, à la demande, en fait, littéralement. C'est pour ça que quand ça baisse beaucoup, c'est juste parce qu'il y avait moins de demandes à ce moment-là. C'est tout simplement ça. Et pour revenir à sa citation, quand il parle des mineurs, là, j'en ai discuté avec des collègues, puis on se demandait s'il faisait un certain lien entre les mineurs et le prix. Là. Je ne sais pas s'il y a une incompréhension ou peut-être qu'il me répondra. Comme je vous ai dit, j'ai envoyé là, la documentation que j'avais préparée là, pour notre entrevue au professeur. Il ne m'a pas encore répondu. Peut-être qu'il le fera, mais peut-être qu'il y a un argument qu'on ne va pas venir. Mais je vais en profiter juste pour expliquer aux gens qu'il y a raison dans le fait de dire que quand la prime de minage diminue de moitié, ça peut rendre certains... Ah oui, puis il dit quelque chose comme que l'équipement ne servira plus à rien, ou il y a comme une espèce de l'équipement devient désuet, donc il se retire du marché ou je sais pas quoi, un truc comme ça. C'est ça, il dit quelque chose assez fort là, que ça ne sert plus à rien de miner, mais en fait, c'est pas vrai, c'est autant valable de miner, c'est juste que peut-être que c'est moins rentable. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, il y a un concept de capitulation des mineurs ici. Ce qu'il ne mentionne pas, le professeur, c'est que lorsque tu as une part des mineurs qui s'en va, ça devient plus rentable pour ceux qui restent. Est-ce que c'est une compétition? Si tu perds 10 20 des mineurs, des machines qui sont moins rentables, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des machines nouvelles qui sont plus rentables que les anciennes machines, bien, ça rend le minage de Bitcoin plus rentable. Donc, ça s'ajuste. À un moment donné, ça devient plus rentable, puis là, le prix monte, puis ça s'ajuste, puis c'est toujours ça qu'on a vu arriver. Donc, il n'y a comme pas de théorie où on aurait il y a des mineurs qui s'enlèvent, puis ça fait baisser le prix, ou non, c'est juste Mais peut-être qu'il faisait référence à... C'est sûr que si tu as un choc, là, on se rappelle par exemple en 2021 avec la Chine qui avait banni le minage, un choc énorme 50%. 40-50% de moins sur de minage. Comment dire, le bassin de mineurs. Oui. Mais le réseau s'est ajusté, les mineurs sont revenus. Ceux qui étaient là sont devenus plus profitables, le prix s'est redressé. Ah oui.
Le réseau Bitcoin est assez sécuritaire, puis qu'on perde du jour au lendemain la moitié du réseau, puis que ça soit pas dangereux. Là, à moins que quelqu'un saisisse la moitié, puis qu'après ça, il l'attaque. Ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà couvert, les attaques de Bitcoin. Mais je veux dire, si c'est juste des mineurs soit qui sont déplacés à cause de réglementation, ou une partie du stock de mineurs qui est plus rentable, ça n'a aucun rapport. Là. On perd 15% des vieux mineurs qui sont plus rentables. Puis, en passant, ces mineurs-là, ils sont revendus sur le marché. Puis des gens qui ne payent pas leur électricité les utilisent là, pour chauffer, pour utiliser l'énergie qui est perdue. Au Texas, ils stabilisent la grid qu'on appelle, là, le réseau électrique avec ça. On peut tout à fait... Il y a un marché pour les vieux mineurs qui sont plus rentables pour être utilisés à des endroits... puis ceux qui ont peur là, pour que ça coûte plus cher l'électricité avec les bitcoins, j'en profite juste pour mentionner que les mineurs de bitcoin, ils ne minent pas avec de l'argent à 8 cents du kilowattheure, 12 cents ou 20 cents en Europe d'énergie civile. Là. Ils minent avec d'énergie qui est soit perdue, soit revalorisée pour le chauffage. Personne ne se branche sur EDF en France pour miner à grande échelle. C'est pas rentable. Fait que, on n'a pas à s'inquiéter que Bitcoin va tout prendre notre énergie civile. Bitcoin, ça va être un acheteur de dernier recours pour stabiliser les grids et utiliser l'énergie qui est perdue de toute façon. C'est ça le marché, c'est très clair. Je suis beaucoup de pros là-dedans, des vulgarisateurs dans ce domaine-là, puis ils sont assez clairs. À la moitié de ces gens-là, en passant, Gabriel, c'est des environnementalistes. Des gens qui sont environnementalistes et qui s'intéressent à Bitcoin parce qu'ils trouvent que c'est une solution pour les nouvelles énergies renouvelables pour payer, en fait, pour quand c'est pas nécessaire. Parce qu'on comprend qu'à midi, quand il fait soleil, puis que tout le monde est au travail, la demande est moins grande que le soir. Donc, il faut stabiliser ça. Puis donc, les mineurs de Bitcoin sont capables d'acheter cette énergie-là qui est produite en pleine journée, qui n'est pas utilisée, pour rentabiliser ces fameux panneaux solaires. Fait que les environnementalistes qui connaissent le domaine de l'énergie, ils sont ultra fans de Bitcoin. Sachez-le. Tous ceux là, qui écoutent l'émission, qui pensent que Bitcoin, c'est une catastrophe énergétique et écologique, c'est pas le cas du tout. Il y a plein de défenseurs de Bitcoin qui sont des écologistes très purs et durs. Voilà. Oui, puis on a vu justement un changement. En fait, il y a un changement de ton qui est en train de s'orchestrer à l'échelle du globe, je dirais. On a même vu le World Economic Forum poster une vidéo récemment qui disait que Bitcoin, c'était magique, puis ça permettait, par exemple, à un parc en Afrique là, de payer pour la sauvegarde des gorilles, puis des animaux, puis etc. Tout à fait. Puis tu as tout à fait raison que... Puis en plus, c'est justement, ça vient rentabiliser des projets d'énergie verte. Par exemple, tu l'as dit, là, je veux dire, quand c'est le jour, il fait beau soleil, on produit l'énergie avec les panneaux solaires, cette énergie-là n'est pas utilisée à rien. Donc là, le réseau Bitcoin peut l'utiliser pour miner. Puis, le réseau peut se déplacer rapidement. On l'a vu, par exemple, avec la Chine, où se sont en allés tous ces mineurs-là, au Texas, aux États-Unis. Donc, on est constamment à la recherche de l'énergie la moins chère, puis de l'énergie qui est, comme tu l'as dit, qui est perdue. On va aller se plugger sur un puits de gaz en Alberta qui n'est pas utilisé pour récupérer les gaz qui, de toute façon, s'en iraient dans l'atmosphère ou qui sont brûlés. Donc, en tout cas, c'est super intéressant. Puis si on revient à l'entrevue, donc finalement, je pense que le constat, c'est qu'effectivement, le halving risque d'avoir un effet sur le prix. Ça, il ne semble pas avoir de doute là-dessus. Puis, ça venait essentiellement terminer notre revue de cette entrevue-là à Radio-Canada. Je pense que le mot de la fin là-dessus, sur ça, on va dans quelques instants parler peut-être de Larry Fink, qui lui aussi a fait une entrevue dans les médias Fox, mais qui était une entrevue tout autre, avec des points beaucoup plus intéressants pour nous, je pense, beaucoup plus positifs, c'est-à-dire. Donc, peut-être un mot de la fin là-dessus. Est-ce que tu penses que les médias devraient faire plus attention à qui ils invitent ou ils devraient tenter d'être plus précis dans l'information qui est partagée? Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, ça m'intéresse de savoir l'opinion du professeur de finance. Là. Et honnêtement, là, moi, la finance, c'est pas tout à fait mon domaine. Je le connais par la bande parce que j'étudie beaucoup ça là, dans des livres sur l'économie, sur la finance. Je connais les bases, mais je suis pas, évidemment, je connais pas la finance, même pas comme toi, surtout pas comme le professeur. Fait que je veux avoir son avis. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'un professeur de finance d'université pense de Bitcoin. Mais après ça, tu sais, quand on fait des affirmations qui m'apparaissent, soit qu'on a mal compris ou qui m'apparaissent totalement fausses ou hors sujet ou qui s'avèrent négatives pour pas vraiment de raison, tu sais, le professeur n'a pas
n'avait pas à dire aux gens, genre, oui, achetez du Bitcoin parce que le halving, ça va faire doubler le prix. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'ils pourraient nous expliquer que, ben voici, dans un marché, tu as l'offre, tu as la demande, puis si l'offre reste constante, puis on diminue, la demande reste constante, puis on diminue, exactement comme tu as dit tantôt, l'offre, ça peut avoir un effet sur le prix. Tu sais, c'est pas vendre du rêve à personne, c'est juste expliquer comment un marché fonctionne. Mais après ça, de dire catégoriquement, non, le halving, ça va pas causer selon moi, ça va pas causer de hausse de prix. Ben OK, mais donne-moi des arguments. Moi, je n'ai pas senti d'argument à part son truc étrange sur que les mineurs allaient fermer certaines machines qui, comme j'ai démontré, aucun lien avec le prix. C'est juste une mécanique là, de capitulation de mineurs qu'on a un peu parlé. Et moi, je dirais tout simplement qu'on ne peut pas faire le lien entre le début de son entrevue qui dit que la demande fait augmenter le prix, mais la baisse de l'offre, non. Ça, je trouve ça très, très étrange. Puis aussi, ce qui m'a le plus frappé, bien, il y a une troisième chose, mais la deuxième chose, c'est qu'ils disent que Bitcoin est très peu liquide. J'ai très hâte d'avoir des nouvelles de lui, s'il me répond, pour peut-être qu'il s'explique, peut-être qu'il va avoir des métriques à nous donner, dire ouais, ben voici. Quel est le comparatif, c'est ça? C'est ça, quel est le comparatif? C'est quoi pour lui un marché liquide? Ça m'intéresse. Puis il y a un troisième aspect, bon, que là j'ai oublié, mais que tu as soulevé pendant l'entrevue, que j'ai trouvé. J'ai fait du pouce sur ton affirmation. Je trouvais ça très valable. Je trouvais que c'était une troisième. J'aurais dû le noter, désolé. Mais pas de problème. Je trouve qu'il y avait 3 points là, comme ça qui clochaient là, principalement dans son analyse. Puis on comprend aussi, je conclurai sur cette entrevue-là du professeur en disant qu'on voit qu'il comprend comment Bitcoin marche, là, tous les concepts, là, à part quelques petites erreurs de détails de nombre, là, il comprend comment Bitcoin fonctionne. J'ai juste l'impression qu'il y a peut-être quelques, par rapport, disons, à la capitulation des mineurs puis le prix, il y a peut-être un raccourci ou un lien qui fait qu'il n'existe pas ou que nous, on ne comprend pas puis que lui comprend. Mais il faudrait qu'il nous l'explique. Voilà. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, peut-être qu'il faisait référence à l'épisode de la Chine, mais c'est un événement particulier. Puis c'est plus l'incertitude reliée à cette annonce-là du bannissement du minage en Chine, oui, il avait banni, que le retrait des mineurs, tu sais, en tant que tel. Oui, c'est ça, mais c'est parce que là, un gros pays comme la Chine bannit Bitcoin. Évidemment que ça a un effet sur la demande. C'est moins de demande, le prix baisse. Je ne pense pas que ça a tellement... Ben, attends, ça peut causer une incertitude pour des gens qui disent « Oh, le réseau est moins sécuritaire. » Oui, ça, oui. Mais quand on parle de halving, ça ne fait pas fermer la moitié du réseau. Même si le réseau perd 10-15 %, le réseau est tellement puissant qu'il pourrait en fermer 30 % puis ça ne change rien. Bitcoin était assez sécuritaire il y a 2 ans. OK? Puis là, ça a juste continué à monter, qui est encore plus sécuritaire aujourd'hui. C'est tout le temps juste un ratio entre... C'est un peu un ratio stock à flux, ça aussi. C'est un peu un ratio entre voici la capacité totale de minage du monde entier, voici le nombre de machines, l'énergie, versus qu'est-ce qu'on produit. Si du jour au lendemain, il y avait juste 10 % des machines qui peuvent miner, le 10 % de la puissance mondiale potentielle qui roulait le réseau, ça serait dangereux. Parce que ça veut dire qu'il y aurait 90 % de machines qui seraient disponibles, que quelqu'un pourrait acheter à rabais, disons, puis là, attaquer le réseau. C'est ça la véritable métrique. C'est pas le chiffre de hash rate, c'est un ratio entre voici un vecteur d'attaque possible, voici le réseau actuel. En ce moment, moi, je pense que toutes les machines rentables roulent. Il n'y a pas de doute. On voit la production, puis on voit le hash rate fait juste monter parce qu'on produit des nouvelles machines, right? Bien, la journée où on va continuer à produire des machines, puis le hash rate va se stabiliser, on va dire, hop, ils vont où les machines? Il y a quelqu'un qui les achète, puis il attend, il est là. C'est ça le calcul du risque. C'est pas genre... on a perdu 10 %. On s'en fout du 10 %. Là, même si quelqu'un a acheté les machines, mais essaie de nous attaquer, ça ne fera rien. Mais... Voilà. Il faudrait quand même qu'il trouve, je sais pas moi, 50 TWh d'électricité. Oui, c'est ça. En plus, ça a 2 volets. Comment tu fais pour trouver ça? C'est impossible. C'est le volet matériel puis le volet énergie en plus. Donc, c'est ça. Mais on comprend, Gabriel, nous deux, le modèle de sécurité, mais c'est juste pour dire que si c'est ça que le professeur voulait dire, un halving, ça n'a pas du tout cet effet-là sur le réseau. Ça ne va pas faire baisser le réseau assez pour que les gens prennent panique. Puis s'il faisait référence à la Chine, ben, c'était en 2 volets. D'un, c'était un bannissement de Bitcoin d'un gros État. Puis la perte de la moitié de la puissance du réseau, ben oui, ça a eu un effet sur le prix. C'est normal. Si ça n'avait pas eu un effet sur le prix, ça aurait été. Le monde a eu peur. Oui. C'est louche, là, tu sais. Voilà. Bon, donc ça clôt, je dirais, notre vue pour cette entrevue-là sur Radio-Canada. En fait, c'est le deuxième exercice de la sorte qu'on fait. On se rappelle, on en avait fait un sur l'ordinateur quantique et tout ça.
Donc, super intéressant. Je vous invite aussi à aller voir cette entrevue-là que j'avais réalisée avec David. Puis, on va peut-être prendre quelques minutes à la fin pour discuter de, je dirais, 2 sujets. On va parler d'entrevue de Larry Fink brièvement. Puis, on va parler aussi de la consolidation des outils EXO, donc des transactions avec les frais sur le réseau Bitcoin qui augmente. Donc, simplement, Larry Fink, Attends, je vais mettre... Si tu me permets, oui. Joe, Gabriel, excuse-moi. Joe, pas grave. Gabriel. Si tu me permets, avant, je veux juste mentionner que tu as fait une entrevue à la radio et tu as très bien expliqué le pourquoi de l'ATH, je trouve. Puis je vais juste le mentionner rapidement. La demande des FNB, le halving qui s'en vient, donc une anticipation, puis les conditions macroéconomiques. Donc, si on nous demande, si quelqu'un vous demande pourquoi vous pensez que le Bitcoin a monté en prix, bien, Gabriel a très bien donné la réponse à une radio de la Mauricie. C'est ces 3 facteurs-là. C'est la nouvelle demande de FNB, comme le professeur l'avait mentionné, le halving qui s'en vient, qu'on a expliqué, donc la diminution de moitié de l'offre de nouveaux Bitcoin, puis les conditions macroéconomiques qu'on peut pas nier, qui sont très incertaines en ce moment avec 2 guerres, avec de l'impression monétaire. Donc, c'est normal que Bitcoin réagisse parce que c'est un peu son rôle, comme un peu l'or. D'ailleurs, l'or, c'est très étrange qu'il stagne à ce point-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'or. Ah, mais là, l'or, attention, on a battu des records. L'or est en train de battre ses records, donc c'est super intéressant de voir ça. Oui, mais ça fait des mois, des années qui stagnent. Puis là, hop, là, c'est des trucs extrêmes. Puis là, ça fait juste un petit bump si on le compare, disons, à Bitcoin. Puis aussi, si on ramène le prix de Bitcoin, de l'or, en ajustant à l'inflation de 1974, je pense que ça a juste comme... ça a triplé, ou tu sais, en fait, c'est pas représentatif, mettons, là, je trouve, comparé à d'autres, comparé à l'immobilier, mettons. Ça fait juste penser à l'immobilier qui est utilisé aussi comme réserve de valeur. C'est pas du tout comparé avec. Oui, l'or réagit finalement, mais pas au niveau qu'on aurait anticipé de la réserve de valeur la plus reconnue depuis des millénaires, littéralement. Là. Donc, c'est mon petit point par rapport à l'or. Puis, c'est pas que j'aime pas l'or, c'est juste que je trouve ça étrange, la façon que le prix réagit. Je me serais attendu que l'or bouge plus, tout simplement, malgré sa petite remontée récente. Voilà. Peut-être que ce sera le sujet de notre vidéo. Oui. Mais si je reviens à Larry Fink, alors là, c'est intéressant. Parce que Larry Fink faisait partie, je dirais, du groupe avec Jimmy Dimon de JP Morgan, etc., qui bâchait constamment Bitcoin, qui disait bon, que c'était peut-être avec les Warren Buffett puis Microsoft Bill Gates, qui disaient qu'essentiellement c'était un pet rock, donc c'est une roche, ça bouge pas, ça fait rien. Puis, il n'y avait rien à faire avec ça. Et puis là, on a eu un changement de paradigme du côté de BlackRock, Larry Fink. Et maintenant, il se présente dans les médias, puis il est pratiquement un défenseur de Bitcoin. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Je ne le sais pas. Mais comme tu l'as dit en début de vidéo, clairement, il y a un intérêt à faire ça, compte tenu que présentement, c'est BlackRock qui détient le FNB de Bitcoin le plus important. Avec, ils ont déjà, je pense, plus de 100 000 bitcoins d'accumulés en essentiellement 2 mois. Donc, donc en parlant de liquidité, ça démontre à quel point là, le marché de bitcoin est assez liquide pour pouvoir accumuler cette quantité-là de bitcoin. Puis là, bien, dans son entrevue, il nous dit plusieurs choses. Puis c'est pratiquement tout est positif essentiellement. Il dit Bitcoin, puis là, il le défend. Il dit Bitcoin, c'est un excellent réservoir de valeur. C'est un actif avec lequel on peut facilement traverser les frontières. Donc, c'est international essentiellement. C'est un actif qui vous protège de la saisie de votre gouvernement, qui vous protège de la dévalorisation de votre devise nationale par votre gouvernement. C'est essentiellement l'or numérique. C'est un livre de compte international. Donc, tout semble beau finalement dans le rétroviseur de Larry Fink. Donc, il semble être bien content d'avoir lancé ce FNB Bitcoin-là. Alors, peut-être ton commentaire là, sur ce retournement de chemise du côté de BlackRock et de Larry Fink. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet que ce genre de mise en valeur de Bitcoin sur les médias traditionnels par des gens aussi renommés. Je pense que ça va avoir un gros effet sur une des premières choses que mes amis détracteurs de Bitcoin que jadis, quand j'ai commencé, me parlaient, c'est ben là, si c'était si bon que ça, pourquoi les grands financiers de ce monde n'en achètent pas? C'est une phrase littéralement que j'ai entendue. À l'époque, je n'avais pas tellement de réponses là, en disant ben, c'est parce qu'ils n'ont pas lu mon livre ou ils ne connaissent pas ça. Je ne savais pas trop quoi répondre, mais ça me semblait très important là, de dire ben, pourquoi les financiers. Ben là, on le voit, là, c'est fait. Là, le monde de la finance s'intéresse à Bitcoin. Puis le CEO de la plus gros fonds là, au monde vient vanter
il vient pas vanter son produit, là, il vient vanter les bons côtés de Bitcoin qui a mentionné que, dans le fond, ça protège contre un gouvernement qui voudrait prendre trop de place, ça protège contre des gouvernements qui dévaluent leur monnaie. C'est une sorte d'or numérique. Je trouve ça un peu cliché, mais ça montre bien, ça décrit quand même ce que c'est. Puis l'aspect sans frontières, tu sais. Puis il a même affirmé que Bitcoin était plus gros que je pense que je l'ai mentionné au début dans l'entrevue, qu'il était plus gros que n'importe quel gouvernement. Donc, moi, je crois que... et le gars, l'intervieweur mentionne que oui, mais je peux pas utiliser Bitcoin pour aller acheter un café, tu sais. Ou une pizza, je pense, c'est ça qu'il dit. Bon, on retourne tout le temps là. On ne peut pas acheter la pizza avec de l'or, puis on ne peut pas acheter la pizza avec des bons du gouvernement. C'est ça qui est des obligations, c'est ça qui était au top de la pyramide, la monnaie. Jadis, l'or, puis maintenant, donc ça reste de la monnaie quand même. Puis la Fink répond quand même bien en disant oui, mais tu peux pas plus acheter de la pizza avec de l'or. Donc la monnaie est en couche, c'est normal. Puis il n'y a pas de. Fait qu'un jour, on va peut-être y arriver, on va avoir tout passé les espèces de clichés négatifs de Bitcoin. Peut-être qu'ils vont avoir été tous réglés par des gens connus auxquels monsieur, madame, tout le monde font confiance. Puis on va peut-être passer par-dessus chaque FOD qu'on appelle ou chaque poncif, là, comme les Français aiment dire, sur ce sujet. Il y a clairement des gens qui nous écoutent qui sont encore qui ont encore des doutes. Mais je vous blâme pas. C'est des mois de recherche, des années de recherche souvent qui nous font arriver à ces conclusions. Puis on continue. C'est ça. C'est une question de marketing, hein, littéralement, rendu là. Puis Bitcoin n'a pas de département de marketing. C'est juste les gens qui prennent le temps de l'étudier. Qui en parlent après. Puis je trouve que la sortie de Fink, pour moi, marque un tournant. Ce genre de personnes-là avant semblait dire que Bitcoin, c'était vraiment pas quelque chose d'intéressant. Puis maintenant qu'ils en vendent, maintenant c'est rendu correct. Donc, c'est très, très intéressant, c'est à suivre. Je veux pas faire l'apologie de BlackRock, loin de là, mais on est rendu là dans l'étape que ces grandes institutions-là, en parlant bien, c'est une étape de plus. Voilà. Puis je pense que dans ce cycle-ci, on devrait voir peut-être un autre pays adopter Bitcoin. Du moins, j'espère que ça va se concrétiser. On a eu au cycle dernier le Salvador, donc j'ai bien hâte de voir s'il ne va pas y avoir un autre pays qui va se lancer dans la course en disant « Nous aussi, Bitcoin fait partie de notre monnaie nationale. » Sûrement. J'ai hâte de voir. Juste pour le coup de pub que ça va donner, ça vaut la peine. Après, est-ce que c'est intéressant pour le peuple sur place? C'est assez mitigé. Je pense qu'au Salvador, ça fonctionne quand même bien, malgré il y a plein d'articles qui disent le contraire, que c'est une catastrophe, mais j'ai des amis qui sont sur le terrain, puis ça fonctionne quand même bien, puis c'est pas adopté par tout le monde. Là. Ça reste une population qui est pas... c'est pas des pays qui sont comparables à... C'est ça, c'est pas technologique, c'est pas des pays les gens sont pas aussi riches là, qu'ici, mais à tout le moins, on leur offre un produit. Ils ont le choix, ils ont un produit dans lequel ils peuvent épargner. Fait intéressant dans ces pays-là d'Amérique latine aussi, souvent, c'est les jetons stables, les stablecoins qui sont très, très populaires parce que les gens préfèrent épargner, juste garder de la monnaie dans dollar US qui est une meilleure monnaie de loin de leur monnaie locale. Il y a cet aspect-là aussi. En fait, moi, tout ce que je prétends, c'est qu'il faut que les gens aient le choix. S'ils choisissent de transférer leur pesos en dollars US, c'est une bonne idée pour la stabilité à court moyen terme. Mais pour l'épargne, moi, je pense que personnellement, il n'y a rien de mieux que Bitcoin. Mais si on a 60 ans et on prend notre retraite dans 5 ans, il faut évaluer. Est-ce qu'on va tomber dans un creux puis on va avoir acheté Bitcoin au top puis quand on va prendre notre retraite, il va avoir la moitié moins, 80% moins. Ça se peut. Il va y avoir une autre bulle. Hein? Je ne sais pas où elle va se rendre, Gabriel, mais les gens qui vont acheter au top, ils vont être pas contents puis quand ça va redescendre. Puis, fait que c'est ça, la volatilité, c'est encore un sujet, mais ça va se calmer à mesure que, ça va faire une courbe comme ça, là, à un moment donné, c'est ça. Plus que le marché va être gros, moins qu'il va y avoir de variabilité. Donc, un jour, ça sera peut-être assez stable pour agir comme une monnaie d'échange journalière pour monsieur, madame, tout le monde.
Ah, puis il va toujours avoir des gens qui vont douter, là, jusqu'à la fin. Il y a encore des gens qui doutent que la planète est ronde. Donc, bon, ça nous donne un peu une idée. Là. Donc, avant qu'on se quitte, David, comme le veut la tradition, j'aimerais ça savoir, on est dans un nouveau cycle haussier. Le prix de Bitcoin vient tout juste de battre son dernier record. Donc, on a passé la barre des 70 000 $. Quelle est ta prédiction à l'égard du prix? Je le sais que c'est un peu tiré en l'air, là, dans le sens qu'il n'y a pas d'assise sur laquelle on peut déterminer le prix. Mais où tu penses que le prix de Bitcoin va s'en aller dans le cycle actuel? Oui, c'est ça. J'ai eu une prédiction. C'est totalement random. C'est plus pour le meme, là. C'est parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos comme ça, je te donne une prédiction du prix. Puis jusqu'à là, j'ai eu raison à chaque fois. C'est ça qui était très loufoque. Donc, on va essayer de se relancer, voir si on peut continuer dans cette dynamique là, de boule de cristal. J'ai consulté ma boule de cristal et mon feeling, c'est qu'on devrait atteindre le 100K, là, le 100 000 dollars américains. Hein. Toujours le prix en américain, parce que le prix en euros pas en canadien, moi, je trouve que ça ne veut rien dire parce que c'est une règle de 3 avec le dollar américain. Avec moi, le vrai prix, je le calcule toujours en dollars américains. Donc, 100 000 en juin. C'est ce que ma boule de cristal a dit. Et en passant, c'est la première fois que je suis comme bullish dans ma prédiction. Tu sais, à chaque fois, on était dans un ATH, un nouveau sommet, puis là, je te disais, ouais, mais ça peut tout aussi bien tomber à 20 000 en janvier, puis on a vu ça souvent. Mais là, on est au début, j'ai l'impression, du prochain cycle haussier. Fait que ça ne m'étonnerait pas du tout là, que ça soit à 100K en juin. Ça va peut-être être avant, mais ma boule de cristal m'a dit juin. Fait que espérons-le. C'est pas des conseils financiers, hein. Prenez pas de paris pas sur ça. C'est juste pour voir si j'ai raison. Si Bitcoin recache à 30 000 en mai, vous allez pouvoir rire de moi. Mais si on atteint 100 000 en juin, ben, ça aura été très, très drôle de constater. On pourra reprendre l'extrait de l'entrevue et dire que je suis un vrai oracle dans le futur. Mais c'est ça, j'ai un feeling. Ma boule de cristal me dit que... Mais là, est-ce que tu considères que le 100 000 $ va être le sommet à partir duquel Bitcoin va retomber ou simplement ta prédiction, c'est à l'égard du fait qu'on va passer la barre des 100 000, mais qu'on pourrait aller encore plus loin? C'est tout. Ma seule prédiction, c'est mon feeling, c'est qu'on va dépasser 100 000 en juin. Après ça, est-ce que ça va monter ou descendre? Aucune idée. Mais je ne sais pas où va se rendre le nouvel ATH. On peut faire des prédictions avec les anciens. On est passé de 1000 à 20 000. Après ça, 20 000 à 69. Est-ce qu'on va faire 69 à 300 000? Je ne sais pas. Je pense pas. Aucune idée. Parce que j'ai l'impression que les cycles ils vont s'atténuer. Hein, les sommets, ils vont ce ne sera pas toujours des multiples de 10, 6 et ainsi de suite. Là, 3, ce ne sera pas ça. Un jour, ça va se calmer. Aussi, l'impact, la diminution de l'offre va être de passer de 50 à 25. C'est différent. L'impact de la diminution de l'offre de nouveaux bitcoins diminue là, en proportion à mesure que le temps passe. Donc, c'est ce qu'on a parlé dans l'entrevue aussi là, par rapport au halving. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait, à mon avis, aller plus haut que 100 000, évidemment. C'est mon feeling. Je ne vous le prédirai pas, mais marquez-le, notez-le. 100 000 en juin. Si j'ai raison, on fête tout le monde, on est très content. Si ça retombe à 30 000, ben, j'aurais eu tort. Puis peut-être que c'est ça qui va être drôle, c'est que ma prédiction que ça retombe à 30 000, c'est elle qui va être vraie. Puis je vais pouvoir dire, ouais, j'avais dit 100 000 ou 30 000. Mais j'ai plus l'impression que ça va être 100 000 en juin. Croisons-nous les doigts. Puis comme moi, ça m'intéresse assez peu le prix, là, et je ne vais pas vendre mes petits avoirs en Bitcoin à 100 000. Là, ça ne m'intéresse pas le gain en fiat. Là, puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens se demandent est-ce que c'est un bon moment d'entrer. Moi, je n'ai pas vraiment de conseils à dire aux gens c'est quand le bon moment d'entrer. Hein. Moi, je pense que Bitcoin va être utile pour tout le monde à toutes les époques. Bitcoin va être encore utile en 2050. Même s'il n'y a pas de grosse variation de prix, les gens ne vont plus l'acheter pour faire un gain. Là, ils vont l'acheter parce que ça va être potentiellement une monnaie stable qu'on ne peut pas dévaluer. C'est avec le temps. Mais là-dessus, vas-y. Je vais apporter à la discussion la citation fameuse de Michael Saylor. Je vais toujours acheter le sommet de façon indéfinie.
Ouais, ben oui, mais c'est ça. En fait, ceux qui ont de la patience, c'est pas grave s'ils achètent le sommet. Tu sais, des gens qui vont dire ah, j'ai acheté le sommet, c'est plate. Ouais, mais si au prochain sommet, le sommet est 2 fois plus haut, t'es pas perdant. C'est ceux qui vendent pendant les creux. Là, tu sais. C'est Et ça. très, très rapidement, sur la psychologie de marché, c'est quelque chose que ça me permet de parler de ça. C'est quelque chose que je comprends de plus en plus, qui était un peu étrange pour moi. Mais là, j'ai tellement d'exemples avec tous les cycles que j'ai vécu de gens qui me contactent à des moments clés, comme j'ai une connaissance qui m'a contacté précisément au bottom, au creux du 11 septembre 2023. C'est le creux à partir où on a commencé à monter. Cette personne-là m'a contacté en me disant ouais, ça bouge plus bien le Bitcoin. Hein. Je pense que la mode est passée. Je pense que je vais vendre mes Bitcoins. Cette personne-là a collé le bottom précisément à la journée. Je m'en suis rendu compte des mois après. Quand j'ai vu le bottom, je disais hey, il me semble que c'est proche du moment où cette personne m'a parlé. C'est précisément la même date. Cette personne-là a collé le bottom. Et quand on est dans Bitcoin, puis les gens nous communiquent, quand les gens nous connaissent puis communiquent, ça arrive souvent que les gens nous parlent au moment que c'est le creux ou au top parce que c'est une psychologie de marché. Ah, ça stagne, ça baisse depuis un bout. Là, les gens perdent confiance. Puis là, ils vendent. Fait que là, une fois que tous ces gens-là ont vendu, ben c'est là que le prix remonte parce que là, c'est ceux qui gardent les bitcoins qui gèrent le prix. Fait que là, eux, ils veulent pas vendre. Fait que là, le prix monte. Fait qu'il faut passer tout sur. Puis comme le sommet, tu sais, là, il y a une résistance parce que les gens, ils veulent récupérer leur bille qui était à 69. Fait que là, il y a bien du monde qui sont prêts à vendre à 69. Fait qu'on a de la misère à passer par-dessus. C'est juste la psychologie de marché. Puis le plus longtemps qu'on est dans Bitcoin, le plus qu'on est capable de voir ces fameux signes de psychologie de marché. Sur Twitter, on en voit tout le temps passer des top signals ou bottom signals. Au début, je portais pas trop attention, mais maintenant, je trouve que c'est des signes qui sont valables parce qu'il y a des comportements à chaque cycle qu'on peut voir se répéter. Tout simplement, la psychologie des marchés, c'est quelque chose de réel, puis on le voit dans la réalité. Fait que voilà. Puis cette personne-là qui t'avait contacté, est-ce qu'elle a fini par capituler ou elle Oui. a tenu le fort? Oui, elle a capitulé. Elle a capitulé? Oui. Oh Oui, mon oui, Dieu! au bottom, juste un peu après, quand ça leur remonte. Mais c'est ça qui est fascinant dans la psychologie de marché. Cette personne-là avait comme capitulé au bottom, elle disait ah, si j'y crois plus. Fait que là, elle a attendu que ça remonte juste un petit peu. Ça a remonté là, à la moitié du prix d'aujourd'hui à peu près. Elle a dit ah là, je suis break-even, tout vendu. Puis là, ben, aujourd'hui, Américain en disant ah, si ça fait mal d'avoir le prix d'aujourd'hui. C'est la psychologie du marché. Puis moi, ces gens-là, c'est pour ça que je ne conseille pas les gens vraiment de ce qu'il faut faire. Je leur dis, fais ce que tu penses. Moi, voici les FN. Moi, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, les FNB s'en viennent, le halving s'en vient. À mon avis, ce n'est pas le temps de vendre parce que tout ça va avoir un effet sur l'offre et la demande, ainsi de suite. Tout ce qu'on a parlé dans l'entrevue. Donc là, cette personne-là vend, puis là, ben, elle m'écrit au top, littéralement, elle dit ah ouais, ça fait mal à regarder le prix. Mais moi, je n'ai pas dit à cette personne-là, vends pas parce que c'est une somme appréciable, puis la personne peut faire ce qu'elle veut. Tout ce que je peux dire, c'est donner de l'info. Voici ce que je pense qui s'en vient. Puis, je dis pas à cette personne, ah, t'aurais dû. Je dis, c'est normal, c'est la psychologie du marché. C'est ça que j'ai dit, sens-toi pas mal, c'est comme ça. Tu avais une somme d'investi, tu avais besoin de la liquidité pour un projet, tu te dis, ah, ben je récupère mes billes, je ne suis pas perdant, je vais vendre. Mais là, évidemment, la psychologie du marché, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui ont fait comme lui, ils ont vu le bottom, ça a remonté un petit peu, ils ont tout vendu, l'offre de ces bitcoins-là a disparu, les FNB sont arrivés, tout, le prix monte. C'est très simple à voir une fois que tu l'as vu plusieurs fois puis que les gens te contactent puis t'expliquent leur raisonnement. Tu sais, moi, j'ai pas ça ne m'impressionne pas. Moi, quand on tombe dans un creux, j'en ai vu 4-5 des creux. On s'en fout. On sait bien que ça va potentiellement remonter puis qu'on a juste à attendre. Mais pour des gens qui ont risqué des sommes puis qui ont besoin des fonds, ben eux autres, ils ont une appréciation différente du marché. Puis quand ça remonte un petit peu après le bottom, ils se disent « OK, je suis safe, je sors. » Puis ben là, ils font pas de gain. Mais la règle, c'est... historiquement, la règle, c'est n'importe qui a acheté Bitcoin, qui l'a conservé pendant au moins 4 ans, est en profit. C'est ça. Fait que il faut juste avoir les reins assez solides pour pouvoir traverser cette période d'émotion où le prix de Bitcoin fluctue comme des montagnes russes. Puis si tu as le cœur assez solide, ben t'es récompensé. Puis finalement, l'autre citation, c'est de Michael Saylor, je pense que c'est de lui que ça vient, c'est « On a le prix qu'on mérite ». Donc, voilà. Puis c'est vrai ce que tu as dit, tu sais, là, on a battu l'ancien record. Les gens qui avaient acheté à 69 000, là, 3 ans,
là, OK, là, je suis revenu dans mon argent, c'est le temps de Ben sortir. Puis c'est vrai que c'est pour ça qu'on a comme une petite résistance à ce oui, niveau-là. toutes les émotions négatives qu'ils ont eues quand ça descendu, ils ont acheté à 69, ça descendu à 25, là, même 20, là, 15, 16. Hey, ceux qui ont mis des sommes importantes, ils devaient flipper. Ceux qui ont réussi à ne pas vendre justement à cause de ça, ben, je peux-tu te dire qu'à 69, l'émotion a dit non, moi, ça m'a traumatisé, je sors. Puis je les blâme pas, c'est la psychologie du marché. C'est tout à fait normal. Donc, je pense qu'on avait déjà parlé dans d'autres entrevues que, dans Bitcoin, si on veut jouer avec ça, ben, on met une somme qui ne nous rend pas émotif, puis on s'amuse avec ça, on regarde le prix, puis à un moment donné, on se fait une carapace, puis on s'habitue. Puis comme tu dis, c'est des cycles de 4-5 ans. Il ne faut pas penser que. Il y en a peut-être qui sont chanceux, ils achètent dans un petit creux, un dip, puis ils peuvent doubler, puis là, ils vendent. Puis, dernier point, je te dirais, Gabriel, c'est qu'il y a bien du monde qui disent ah, moi, j'aurais pu acheter du Bitcoin à 10$. J'ai entendu parler de ça en 2014. Il y a un de mes chums, il me dit t'en veux-tu, je peux t'en vendre 5, c'est 50$. Machin, il dit imagine aujourd'hui, ça vaudrait une fortune. Moi, je leur dis tout le temps dude, tu les aurais vendus la minute que ça fait x10. Tu les avais achetés à 10$, là, à 100$, tu aurais tout liquidé ça. Tu aurais dit ah, si, check ça, man, j'ai fait 500$. C'est tout le monde est pareil. Les seuls qui les ont gardés aujourd'hui, qui les ont achetés à 10$, c'est parce que soit que c'était des croyants là, fervents Bitcoiners de la première époque, ou c'est des gens qui les avaient perdus, puis ils retrouvent 10 ans plus tard. C'est juste ça. Là. Il n'y a personne qui est un génie qui savait qu'ils les achetaient à 10$ et qu'il allait pouvoir les vendre à 100 000 en juin. 100 000 en juin. Ça n'existe pas, là. Personne ne faut se blâmer. Là. Si vous avez acheté au top, vendu au bottom, c'est normal. Si vous avez vendu trop tôt, c'est normal. On s'habitue. Puis je pense que le meilleur truc, c'est de faire un petit achat une fois de temps en temps, selon nos moyens, des affaires qu'on est prêt à perdre, entre guillemets. Pas parce que vous allez perdre, juste parce que ça ne va pas vous toucher émotivement, puis vous allez faire un geste trop vite, puis vendre. Et cette personne-là, je conclurai en disant qu'elle a vendu ses actions d'Apple en 1994. Et tabarnouche, ouais. On n'a pas appris de nos erreurs, finalement. Ouais, elle a dit, moi, je suis pas très bon à timer le marché. Fait que salut à cette personne qui m'écoutera. Désolé de partager ton expérience personnelle, je ne t'ai pas nommé. Mais je trouve que c'est instructif parce que ça reflète parfaitement c'est quoi la psychologie du marché. Moi, je trouve ça super intéressant de le regarder avec un pas de recul. De dire. Puis tu sais, j'aurais pu dire non, on ne vend pas, machin, mais après ça, si tu lui dis de ne pas vendre, puis là, il y a un autre crash, moi, je ne contrôle pas le marché, bien, la personne va être fâchée après moi. Moi, je donne des informations, fais ce que tu veux, fais ce que tu penses. Puis les gens, de toute façon, ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes ces cycles-là. Puis c'est des événements qui sont très, très formateurs. Fait que, inquiétez-vous pas. Dommage pour ceux qui ont perdu des sommes, ça, c'est jamais le fun. Mais si on joue avec des petits montants, puis qu'on voit le marché aller, puis qu'on se forge une carapace, je trouve que c'est très formateur. Puis c'est ça, Bitcoin, volatilité. Mais c'est une révolution monétaire. Puis on va pouvoir acheter du Bitcoin en 2050 pour ses propriétés propres, pas pour une volonté de gain futur, juste parce que ça va être une monnaie qui va être stable. Voilà. Et mon fils se présente à la fin de la vidéo, juste parfait timing. Merci, Gabriel, pour cette entrevue. Mon fils, Philémon, qui s'est inséré dans l'entrevue. Pas de problème. Puis je rejoins ta prédiction. Oui. Moi, je suis pas prêt à dire en juin, mais je pense aussi qu'on va atteindre les 100 000 $. Ça fait depuis 2022 que j'ai dit ça d'ailleurs. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler aujourd'hui, David. Oui. Je suis super content que tu aies été avec nous encore une fois. Merci pour ta collaboration. Merci d'être là puis de partager toute ta connaissance sur Bitcoin. Ça fait un plaisir d'être avec vous. Donc, je ne sais pas, David, les gens qui veulent te rejoindre, là, de quelle façon on peut faire ça? Sur Twitter, ça me fait plaisir si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un livre sur ChatGPT qui sort dans les prochaines semaines. Si ça intéresse les gens, je vais en parler sur Twitter. C'est un autre sujet là, que je me suis intéressé. J'aime beaucoup faire la vulgarisation. Puis mon éditrice m'a demandé si je voulais faire un livre là-dessus. Fait que je l'ai fait avec 3 autres amis. On a écrit ça rapidement. Ça vient de sortir. C'est sorti. Il faut juste attendre que les livres sortent de chez l'imprimeur. Donc, ça sort dans les prochaines semaines si ça vous intéresse. Puis, dans les prochains mois, si ça tente, on fera une vidéo pour un peu vulgariser ce sujet. Parce que c'est quand même un sujet d'actualité, même financière, avec NVIDIA. Absolument. Ça fait que ça peut toucher les gens au niveau financier. Donc, peut-être c'est un sujet qui est assez facile à vulgariser. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est beaucoup moins magique. Fait que je te lance la proposition. Si ça t'intéresse, si ça intéresse tes auditeurs, on en reparlera. Puis en attendant, bien, mon livre sera disponible dans les prochains jours, semaines. Bon, ben merci à tous. À la prochaine. Merci.